Donc, voilà, donc bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue donc pour cette conférence, découvrir les 7 étapes permettant le grand changement. Alors, pour ce titre-là, je l'ai choisi parce qu'évidemment, on est dans une période un peu particulière puisqu'on est tous un peu confinés, quels que soient les endroits dans le monde où est-ce qu'on se situe. On est tous un peu prisonniers de cette situation-là avec le virus et tout ça. Et puis, moi, je suis en train d'écrire un livre qui concerne donc les missions de vie et la transformation de l'être. Et j'ai pensé donc faire une conférence dans laquelle je vous présenterai un petit peu les 7 grandes familles d'âmes qui sont en harmonie avec l'essence de chacun. Et de quelle façon que ces 7 familles d'âmes-là, bien évidemment, nous mettent en contact avec 7 grandes étapes de réalisation qui vont nous permettre justement de pouvoir envisager à quoi ressemblerait le grand changement et de quelle façon qu'on peut tous participer un peu à ça. Donc, c'est un peu le sens de la conférence. Alors, j'ai été présenté par Dominique. Alors, donc, je ne vais pas me revenir sur ma présentation. Je vais donc directement, si vous voulez bien, attaquer le sujet, comme on dit, en vous parlant des 7 grandes familles d'âmes et dans lesquelles, évidemment, je vais chercher à faire des petits commentaires sur qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'individu actuellement par rapport à cette idée d'un changement qu'on a tous envie qui prenne forme et de quelle façon qu'on peut commencer à faire une réflexion sur de quelle façon que moi, je peux amener un changement qui soit positif, qui soit constructif, qui soit créatif et non pas un changement qui soit, par exemple, relié à la peur, relié bon, à des craintes, des appréhensions le plus possible. Donc, de chercher à faire en sorte que ce soit quelque chose d'heureux qui puisse résulter de toute cette expérience-là que l'on vit. Donc, je vais vous présenter donc les 7 familles d'âmes pour commencer, puis après ça, à partir de là, je vais vous amener donc ces étapes qui vont nous permettre d'indiquer un peu les actions qu'on pourrait faire pour amener le changement. Donc, la première grande famille d'âmes, ce sont les Vatsas, c'est donc relié au chakra. Les Vatsas, c'est relié au chakra racine. Et les Vatsas, finalement, sont des gens, quelque part, qui naissent sur Terre avec un confort. Le confort, finalement, du monde terrestre. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que le paradis terrestre se trouve sur la Terre. Ils reconnaissent justement qu'il y a une intelligence supérieure qui anime la planète Terre et qui nous permet de constater que si on s'harmonise à ces règles et ces lois-là, on découvre justement un paradis. Donc, si moi, je reconnais que c'est un paradis, ben, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est d'honorer ce paradis-là en comprenant comment il fonctionne et en cherchant à le respecter. C'est un peu la logique, en fin de compte, que tout être humain qui naît sur Terre peuvent avoir en tête, c'est-à-dire qu'on est sur Terre dans un monde, et ce monde-là, si on prend le temps de comprendre comment il fonctionne, dans le sens de la façon que la nature fonctionne, ben on va chercher évidemment à s'inspirer de cette nature-là pour créer effectivement une réalité terrestre, une réalité humaine qui va être en accord avec ça, qui va l'honorer, qui va la respecter. Alors évidemment, vous l'avez bien compris que l'être humain a perdu contact avec cette famille d'âmes-là. Pour moi, la famille d'âmes, c'est qu'est-ce que c'est? C'est l'essence originelle qui sont reliés à tous les gens, tout ce que nous, tous les êtres humains que nous sommes, hein. On a tous un chakra racine, et ce chakra racine, dans son développement, nous met en contact avec cette beauté-là, je dirais. Malheureusement, évidemment, socialement parlant, l'être humain a perdu pied, a perdu contact avec les lois de la nature. Et en perdant contact avec les lois de la nature, ben, il s'est mis dans une position justement où euh, il a comme développé, en fin de compte, on pourrait presque dire ça comme ceci, une genre de blessure. Pour moi, c'est une blessure qui est reliée à l'abandon. L'abandon de quoi? Mais c'est un peu comme le sentiment que je n'ai sur Terre. J'étais dans le ventre de ma mère, j'étais super confortable, j'étais en relation avec l'univers. Et puis, évidemment, j'arrive sur Terre. Et en étant sur Terre, ben, quelque part, je perds contact avec le grandiose, l'univers, l'harmonie de l'univers. Et en faisant ça, bien évidemment, pendant ce contact-là, je me retrouve sur la planète Terre. La planète Terre, évidemment, l'être humain en a fait quelque chose qui l'a éloigné de cette perfection-là, de ce paradis terrestre-là aussi. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien comprendre que je quittais l'univers pour me mettre en relation avec un monde terrestre et que ce monde terrestre-là allait pouvoir m'aider à nourrir finalement un nouveau chemin, une nouvelle voie d'exploration. Et cette nouvelle voie d'exploration, ben, ça aurait été évidemment de dire, ben voilà, l'univers, c'est merveilleux, il y a un univers, la planète Terre est une incarnation de cette perfection universelle, et je vais donc m'en inspirer pour en faire quelque chose de merveilleux. Malheureusement, donc, cette blessure de l'abandon nous amène à sentir quelque part qu'on est abandonné d'une certaine façon par Dieu. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un monde terrestre et plutôt que d'honorer ce monde terrestre-là, on va comme le cracher dessus, en fin de compte. On ne va pas le reconnaître, on ne va pas le valoriser. On va se dire, ben, comme j'ai été abandonné, ben, moi, je vais construire mon monde. Et c'est un peu ce que l'être humain a fait. Quand on regarde historiquement comment l'être humain a conçu ce monde-là, il a considéré quelque part qu'il était plus intelligent que la nature, puis essayé à quelque part, donc, d'une certaine façon, de s'imposer à elle.
Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, quand on regarde par exemple au niveau de la planète, les conditions que la planète a actuellement sur Terre ne sont pas tellement heureuses. Il y a la pollution, il y a plein d'éléments comme ça qui font qu'on est éloigné justement de cette perfection dont je parlais tout à l'heure au tout départ. Alors, ça a entraîné quoi, ça, cette crise d'abandon, cette forme d'abandon-là? C'est que ça crée deux réactions émotionnelles chez l'être humain. Il y en a plusieurs autres que ça, mais je vais vous présenter les deux principales. Il y a l'hypo et l'hyperactivité, toujours au chakra racine. L'hypoactivité qui met en évidence le fait que je n'habite pas mon chakra racine parce que, à quelque part, j'ai une blessure qui me fait trop mal, l'abandon. Et ça peut m'amener, moi, à ce moment-là, à développer un comportement que j'appellerais la simplicité volontaire. La simplicité volontaire, c'est l'être humain qui reconnaît que le monde terrestre est un monde dangereux et qui veut le moins possible faire affaire avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, celui-là? C'est qu'il va justement chercher à fonctionner minimalement dans le monde terrestre. C'est-à-dire qu'il va fonctionner avec le minimum de besoins, le minimum il va chercher justement à répondre le moins possible à ses besoins parce que justement, il ne veut pas de problème, il ne veut pas de complications. Il ne veut pas, quelque part, se mettre dans une position où il ne se met pas en relation avec l'abondance que la planète Terre pourrait lui procurer. Il est plutôt dans une volonté justement de se protéger de cette abondance-là, en se disant, ben moi, j'en veux pas de cette abondance-là, je veux fonctionner avec le minimal, je veux pas de trop, je veux pas de problème, et c'est comme ça qu'on va développer une forme de simplicité face à la matière, face à nos besoins, on va manger minimalement, on va vraiment vivre d'une façon un peu austère en quelque sorte, parce qu'on va craindre un peu ce que l'univers pourrait nous proposer, ce que la planète Terre pourrait nous proposer. Il y a l'autre côté maintenant, c'est l'hyperactivité. L'hyperactivité, mais c'est l'être humain, quelque part, qui, lui, a mis beaucoup d'énergie dans son chakra racine, il s'est dit, non, je ne serai pas abandonné. Je ne vais tellement pas être abandonné que je vais, moi, chercher à développer une vie matérialiste. Une vie matérialiste, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que je vais vouloir la prospérité. La prospérité que je vais vouloir ne sera pas en harmonie avec la nature, ne sera pas en harmonie avec ce que la vie propose sur Terre. Elle va être en harmonie avec mes besoins, avec ma volonté, moi, de tout prendre ce que je peux pour arriver à combler ce sentiment d'abandon qui est en moi. Donc, ça veut dire qu'on va finalement valoriser ce qu'on appelle la croissance économique perpétuelle dans laquelle on se trouve actuellement dans la société. On va valoriser beaucoup la matière, donc la matérialisation. On va valoriser quelque part le fait qu'on a besoin, nous, de développer, d'avoir 3 voitures, 5 maisons. Vous voyez, cette espèce de notion d'abondance qui nous éloigne finalement, encore une fois, du gros bon sens. Le gros bon sens, c'est comment l'univers fonctionne, comment la planète Terre fonctionne. Reconnaître son rythme, reconnaître la nature, reconnaître justement les ressources que la planète Terre peut nous procurer et ne pas chercher à les exploiter d'une façon outrancière. Malheureusement, donc, l'hyperactivité a généré à quelque part ce qu'on appelle le matérialisme et on reconnaît aujourd'hui dans la société, dans une façon collective, hein, une tendance. Hein, le système social, le système économique qu'on retrouve dans plusieurs pays dans le monde repose sur ce principe-là de toujours finalement chercher à croître, à développer une forme de matérialisation de plus en plus importante et que plus on réussit, plus bien évidemment on a une richesse. Et cette richesse-là, elle peut être exagérée, mais c'est pas grave parce que quelque part, plus tu es riche, mieux c'est. Tu vois, il y a comme une espèce d'exagération là-dedans qui nous éloigne encore une fois de cette nature du bâtisseur que je vous décrivais tout à l'heure. Alors, la première étape de la réalisation, justement, permettant le grand changement, est directement reliée au chakra racine et je vais vous présenter un petit peu cette première étape-là qui est directement liée à se positionner. Se positionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que moi, chaque matin, je peux me poser la question pourquoi je dois me lever? Pourquoi je devrais me lever? Bien, je devrais me lever parce que quelque part, j'ai quelque chose qui m'excite, qui me nourrit, qui me fait envie. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose et c'est ça qui fait que je me lève le matin. Cette idée de ce positionnement-là, en fin de compte, qu'est-ce que c'est? C'est la position où moi, je me lève tous les matins en me disant pourquoi je devrais me lever. Alors, si je me lève avec l'envie de me lever, c'est parce que quelque part dedans de moi, il y a quelque chose qui m'allume, il y a quelque chose qui m'excite, il y a quelque chose qui me fait vibrer. Et dans ce sens-là, évidemment, l'idée du bâtisseur, finalement, c'est que moi, je suis sur Terre, OK? Et pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je dois laisser des traces sur le sol? Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie de laisser des traces dans le sol? C'est parce que, quelque part, je vais reconnaître quand dans moi, il y a quelque chose qui me fait assez vibrer pour avoir envie de me lever le matin et avoir envie de laisser des traces dans le sol, qui va faire qu'à la fin de ma journée, je vais être content de moi. Alors, ça veut donc dire que la première étape qui va nous permettre au grand changement, c'est de commencer nous-mêmes, à chacun d'entre nous, à se poser la question, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'allume?
qu'est-ce qui me nourrit intérieurement, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever, qu'est-ce que j'ai envie, qui fait que j'ai envie de manifester, d'incarner qui je suis. Alors, cette première étape-là a l'air simple, mais je pense qu'on le sait. Puis dans ce sens-là, le confinement est intéressant à ce niveau-là parce que j'ai quand même la consultation, tout ça que je fais avec des gens. Et il y a plusieurs personnes qui me faisaient part que le confinement les amène à se remettre en question. Se remettre en question pourquoi? Mais parce qu'ils avaient un rythme de vie, comme tout, chacun d'entre nous, qui nous est imposé en quelque part par le système, par la société, par cette espèce de roulement économique dans lequel on se retrouvait. Et là, que tout soit arrêté nous oblige à nous dire, ben finalement, je dois peut-être apprendre, je dois reconnaître à quelque part que ce confinement-là me fait même du bien. Bien des gens qui m'ont dit ça, parce que ça leur permet simplement de se ramener à leur rythme à eux. Leur rythme à eux, puis à dire, mais pourquoi je fais un travail comme ça? Pourquoi je m'étends d'heures pour telle chose? Pourquoi je fais telle chose, telle chose, telle chose? Pourquoi je suis si éloigné que cela de moi-même? C'est intéressant comme question. Ça veut donc dire quelque part que je me suis perdu en chemin. Et le fait de se retrouver dans une position de positionnement où on s'assoit puis on se dit, mais pourquoi moi je me lèverais aujourd'hui? Ben parce que j'ai envie de faire quelque chose qui va me faire vibrer, qui va me nourrir, qui va me donner envie. Et c'est là que ça va m'amener à mettre en place un plan d'action. Pourquoi un plan d'action? Mais parce que je vais considérer qu'il y a des choses qui me font envie. Alors, s'il y a quelque chose qui me font envie, je vais avoir envie de les réaliser. Si j'ai envie de les réaliser, ben, je vais me mettre dans un processus d'action. Je vais mettre des actions que j'ai envie de faire pour réaliser ce projet-là. Donc, vous voyez, ça, c'est une première étape d'un grand changement, c'est-à-dire que dans une période de confinement dans laquelle on peut se remettre en question, on peut déjà se mettre dans une position où on se dit, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Parce que la crise dans laquelle on est peut être une belle occasion pour se dire, ben, finalement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie personnellement. On pourrait très bien dire que dans la vie collective, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est une autre paire de manches. On va peut-être en reparler à mesure des étapes que je vais vous présenter. Mais certainement que nous, on a un rôle à jouer en tant qu'individu pour finalement donner un sens à notre vie. Parce que ce sens-là, finalement, fait que moi, je vais être plus heureux et plus épanoui dans l'être que je suis. Donc ça, c'était pour la première étape que j'avais envie de vous présenter. Alors évidemment, s'il y a des questions, des interrogations, ben, vous me le faites savoir, puis je pense que Dominique pourra intervenir pour me faire part des questions qui pourraient être présentes. Ensuite, donc, la deuxième famille d'âmes dont je voulais vous parler, c'est les communicateurs. Les communicateurs, c'est relié au chakra sacré. Et dans l'expression pure des communicateurs, on reconnaît justement des êtres qui ont appris à se connaître. On est tous sur Terre, et c'est pas écrit sur notre front, je suis comme ça. Hein? Je suis Sylvain Bélanger, je fonctionne de telle façon. Non, c'est pas écrit comme ça. Oups. On découvre à mesure qu'on progresse dans la vie qui on est. C'est-à-dire qu'on constate qu'on fonctionne d'une certaine façon qui est différente de la personne qui est à côté de soi. Il y a nos parents qui peuvent nous faire valoir qu'on a une certaine façon de fonctionner, nos enseignants, etc. Donc, à mesure que la vie avance, à mesure que je découvre qui je suis. Et cette découverte-là, finalement, l'objectif premier, à quelque part, de cette découverte-là, c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre à accepter qui on est. Parce qu'il y a des aspects de soi qui peuvent nous gêner, qui peuvent nous déranger, ou que les gens autour de nous peuvent nous refléter, qui sont dérangeants. Puis évidemment, nous, on peut se sentir facilement jugé là-dedans. Donc, la première étape qu'on doit apprendre à faire, nous, en tant qu'être humain, c'est d'apprendre à accepter qui on est. Et cette acceptation-là va nous amener à développer une forme d'authenticité envers soi. C'est-à-dire que je ne vais pas me raconter des mensonges à mon égard, je vais être vrai envers moi-même. Et cette vérité-là, c'est ça l'authenticité, c'est que plus je suis vrai avec moi, bien, plus je suis capable ensuite d'assumer ma vérité envers mon entourage. Et évidemment, si je suis vrai avec moi et avec mon entourage, je vais souhaiter que mon entourage soit vrai de la même façon. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme une forme d'échange qui va se faire, un genre de partage entre moi et un autre être humain, et ce partage-là va faire qu'il y a un genre d'échange qui va s'effectuer dans une forme d'authenticité. Alors évidemment, donc, le communicateur, à travers son développement humain, va rencontrer une blessure émotionnelle qui est assez classique, qui est le rejet. C'est-à-dire que très jeune, hein, moi, je peux essayer de m'accepter, mais si, par exemple, mon père ou ma mère est dérangé par mon comportement, ben, je vais peut-être avoir l'impression que je suis rejeté par eux. Il y a peut-être les enseignants, il y a tout au long de ma vie, en fin de compte, où je peux vivre l'expérience du rejet. Et l'expérience du rejet va encore une fois, m'éloigner, en fin de compte, de cet équilibre, de la famille d'âme équilibrée du communicateur qui recherche l'authenticité. Et ça va m'amener donc vers une hypoactivité ou une hyperactivité. L'hypoactivité, c'est peu d'énergie dans mon chakra sacré. Et cette hypoactivité-là va créer ce que moi j'appelle le caméléon. Alors, le caméléon, c'est qui? Mais c'est celui qui suit les autres.
Le caméléon, c'est celui qui s'adapte à son entourage. Pourquoi il s'adapte à son entourage? Parce qu'il ne veut pas être rejeté. Lui, il veut faire partie d'une communauté. Alors, pour faire partie d'une communauté, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne veut pas faire de bruit, on veut s'adapter, on veut trouver un moyen pour se faire apprécier, se faire accepter, être toléré par son entourage. Vous voyez, donc c'est ça qui va être beaucoup, qu'on va beaucoup retrouver dans l'hypoactivité. C'est quelqu'un, justement, qui ne va pas être dans une authenticité. Lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est simplement de s'adapter pour que les autres, finalement, le voient comme faisant partie du lot, hein, du groupe. Dans le cas de l'hyperactivité, ça donne beaucoup d'énergie dans le chakra sacré. On va retrouver à ce moment-là ce que moi j'appelle le manipulateur. Le manipulateur, c'est qui? Mais c'est l'individu justement qui a compris à force de conviction, à force de volonté, on pouvait convaincre les autres de ce qu'on voulait exprimer, de ce qu'on voulait leur imposer en fin de compte. Soit. Alors, cette notion de manipulation, bien évidemment, encore là, on est loin de l'authenticité, puisque la manipulation, c'est que moi j'ai un besoin de communication, j'ai des croyances, j'ai des valeurs, j'ai des choses à laquelle je pense, et je veux m'imposer mes besoins émotionnels, par exemple, aussi, envers mon entourage. Et cette façon de m'imposer, ben, va inévitablement m'éloigner de l'authenticité parce que je ne recherche pas une relation vraie avec mon entourage. Alors, évidemment, socialement parlant, quand on regarde ça, bien, on comprend qu'on fait tous partie du lot. Hein? Tantôt, on l'a vu que dans Chakra Racine, on pouvait être dans la simplicité volontaire ou on pouvait être plutôt dans le côté matérialiste des choses. Dans le communicateur, bien évidemment, on se retrouve soit dans le caméléon. Le caméléon, c'est celui qui ne veut pas de conflit, qui essaye de s'harmoniser assez bien à son entourage, qui essaye donc finalement de faire la paix le plus possible autour de lui pour qu'il n'y ait pas de vagues et qu'il se conforme le plus possible. Et le manipulateur, mais c'est celui finalement qui gueule un peu plus. Et celui qui gueule un peu plus, qu'est-ce qu'il va faire? Ben lui, il va essayer de finalement imposer quelque part soit à quoi il croit, et donc, évidemment, de s'adresser donc à des gens pour arriver à faire comprendre que ce qu'il veut, c'est ce qu'il a communiqué, puis il cherche à l'imposer. Un exemple de ça, évidemment, c'est le vendeur de souliers. On rentre dans un magasin de souliers, on n'a pas besoin de souliers, et le vendeur qui sait comment vendre va parvenir à nous convaincre qu'on doit acheter des souliers, même 3 paires de souliers plutôt qu'une, parce qu'il y a un excellent prix, parce ils nous font bien, etc. Alors que nous, on n'en a peut-être pas besoin de ces souliers-là. Donc, vous voyez, c'est ça un peu qu'on peut voir à travers cette démarche-là. Puis évidemment, encore une fois, dans la société actuelle, on retrouve des éléments importants par rapport à cette notion du grand changement. On doit se poser des questions, et plus que jamais actuellement, parce que je trouve qu'il y a un gros truc autour du fake news. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme-là, fake news, mais c'est à la mode depuis un certain temps, et ça l'est d'autant plus actuellement. Pourquoi? Mais parce que dès que quelqu'un dit quelque chose qui est différent que les grands médias reconnus disent, ben, quelque part, on va tous dire, mais c'est une fake news, c'est un conspirationniste, c'est quelqu'un quelque part, bon, on va lui enlever la crédibilité en essayant de le mettre dans une position d'isolement. Alors, oui, le communicateur, finalement, tantôt je l'ai parlé du caméléon. Le caméléon, c'est qui? Celui qui se conforme. OK? Donc, devant des informations qui sont transmises, on se conforme. Ça, c'est le caméléon. Le manipulateur, mais c'est celui qui va peut-être pas se laisser, lui. Il va pas accepter il va pas vouloir se conformer à une information. Il va peut-être même des fois vouloir faire valoir ce qu'il a à dire plutôt que de se taire puis d'accepter ce que les autres voudraient lui imposer. OK? Alors, ça, c'est une première chose. Quand on regarde la société, comment elle fonctionne actuellement, la politique, un politicien va faire un beau discours avant de se faire élire, il va nous promettre un tas de choses, puis à la fin, quand il est élu, ben finalement, tout ce qu'il nous a promis n'existe plus. Ben non, parce que quelque part, il y avait plein de choses qui n'étaient pas prévues, puis finalement, on ne pourra pas le faire, etc. Alors, vous voyez, ça, c'est une forme de non-authenticité. Quand on regarde la publicité, effectivement, c'est un exemple intéressant parce que c'est quelque chose qui est absolument reconnu de tous comme étant acceptable. Mais qu'est-ce qui est acceptable dans la publicité quand on y pense? C'est un mensonge. Bien souvent, ce sont des mensonges. La publicité est là uniquement pour nous influencer à des comportements qui sont souvent pas évolutifs, qui sont souvent pas inspirants, souvent des comportements qui nous embêtent, même quelquefois. Et tout le monde trouve ça normal que la publicité puisse exister. Alors que la publicité, c'est une façon de nous influencer. Les nouvelles, les informations, quelque part qu'on retrouve à la télévision, qu'on trouve sur YouTube, qu'on trouve sur Facebook, partout, toute l'information, d'une façon générale, qu'est-ce que c'est? C'est des points de vue qui sont exprimés. Des manipulateurs, entre guillemets, j'exagère avec les termes que j'utilise, les manipulateurs, entre guillemets, qui veulent essayer de nous influencer. Et nous sommes les caméléons. Les caméléons, mais c'est celui, quelque part, qui va trouver, à travers cette somme d'informations-là, une forme de vérité avec laquelle il va raisonner,
et sans réfléchir, il va s'adapter, il va devenir caméléon à cette nouvelle-là et il va rejeter les autres. Et c'est ça un peu la question que j'avais envie d'apporter par rapport aux communicateurs. C'est où est-ce que moi, je me situe dans mon réseau d'information? Parce que quand on parle de la deuxième étape par rapport à cette notion du grand changement, on parle de réseau. Réseau, c'est que moi, à partir du moment que je me suis positionné et que j'ai eu une excitation, une vibration qui m'a fait dire, waouh, c'est ça que j'ai envie de faire et que je vais commencer à mettre en place un plan d'action, la deuxième étape que je vais faire normalement, c'est que je vais mettre en contact avec un réseau. Un réseau de quoi? Bien, un réseau d'êtres humains. Hein, je vais commencer à parler de mon projet. Je vais peut-être rencontrer des spécialistes, des experts, des gens quelque part qui peuvent m'aider. Je vais parler avec diverses personnes. Et ce réseau-là, finalement, va m'amener à rencontrer d'autres personnes, et ainsi de suite. C'est ça un peu l'idée de mettre en place un réseau. C'est-à-dire que je ne serai pas seul pour faire mon projet. Parce que mon projet, je peux avoir une idée extraordinaire, mais souvent, le projet va pouvoir prendre forme parce que je vais avoir créé un réseau de gens avec lesquels je vais pouvoir mettre en place une collaboration dans laquelle je vais pouvoir donc informer les gens de ce projet-là. Eux vont pouvoir me supporter, m'aider dans la concrétisation de mon projet. Et à travers ça, bien, il y a une forme d'authenticité qui va résulter. C'est-à-dire que moi, je suis authentique avec mon projet et je suis en train de parler avec ces gens-là d'une façon authentique avec le projet en question. Alors, la question à se poser par rapport à cette fameuse notion du communicateur, c'est de comprendre une chose. Puis j'en parle par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est quel est le point de vue que j'ai par rapport à la réalité. Ce point de vue est important parce que quand on parle d'authenticité, l'authenticité, c'est être capable d'être vrai avec moi à un point tel que je sois capable de reconnaître que je suis en train de parler de quelque chose parce que j'ai des convictions, j'ai des croyances qui me font croire en quelque chose. Je vous donne un exemple. Moi, je suis convaincu que des complots sur la Terre présentement. Ces complots-là, quelque part, ce sont des hypothèses que j'émets. Qu'est-ce qui fait que je suis capable d'affirmer que c'est vrai? C'est parce que j'ai des croyances qui me rendent convaincu que c'est vrai. Je peux en faire la démonstration, mais la démonstration, vous le savez, c'est qu'on comprend quelque part que la démonstration, qu'est-ce que c'est? C'est que ça repose souvent sur des croyances. Ça repose sur des convictions qui m'amènent à aiguiller mon attention sur des points de vue qui vont m'amener dans la direction que je veux amener faire les gens. Alors que si j'essaye d'être dans une position d'authenticité, je vais peut-être reconnaître, ah oui, c'est vrai que j'ai ce point de vue-là, c'est normal que j'aille dans cette direction-là, mais j'aurais peut-être avantage à poser mon attention vers d'autres voies, vers d'autres directions qui me permettraient de développer une forme d'objectivité par rapport à ma façon de voir les choses. Plutôt que d'arriver avec des convictions fermes qui disent voici c'est ça, et j'arrive avec des argumentations qui m'amènent toujours dans la même voie, je serais dans une position où je chercherais à mettre en lumière le point de vue autre pour amener justement une contrebalance. Et c'est souvent pas ça qu'on fait en tant qu'être humain, parce que justement on est pris par nos croyances, on est pris par nos convictions, et ça nous amène effectivement à colorer à quelque part notre regard, et ça nous éloigne de l'authenticité. Donc, moi, ce que j'aimerais vous dire par rapport à cette notion de créer un réseau, hein, qui est la deuxième étape, créer un réseau, oui, mais en tenant compte justement des croyances qu'on peut avoir, en tenant compte de quelle façon que cette capacité que j'ai de reconnaître que j'ai des croyances peuvent m'amener à développer une forme d'authenticité plus grande avec moi, bien, ça risque effectivement de m'amener à avoir une vision plus juste de la réalité et de moins me faire embarquer dans l'un ou l'autre des voies qui sont présentement accessibles actuellement dans le monde. Hein, il y a la voie, par exemple, de la politique nous dit quelque chose. Plein de gens de YouTube, les YouTubeurs nous disent des choses. Facebook nous dit des choses. Il y a plein de choses qui sont dites. Maintenant, l'authenticité, c'est quoi? C'est être capable de vérifier les sources de ce qui est émis, de prendre le temps quelque part de développer un genre de discernement, une réflexion qui dépasse simplement ce que moi je crois. Parce que moi, ce que je... Ah oui, je sais, c'est vrai ça parce que je suis convaincu que c'est vrai. Oui, mais as-tu vérifié que c'était vrai? Alors, c'est une réflexion à quelque part qui peut être intéressante parce qu'en fin de compte, en tant qu'être humain, on a une responsabilité, nous, de reconnaître finalement le communicateur qui est en soi. Un communicateur recherche la vérité, recherche l'authenticité avec lui-même et avec les autres. Tant et si longtemps qu'on est prisonnier de nos propres croyances, on n'est pas dans l'authenticité, on n'est pas dans la vérité. Donc, ça peut être intéressant pour nous de réfléchir à ça pour permettre de créer des réseaux qui vont nous tenir compte effectivement des points de vue de tous et chacun et de ne pas simplement se renfermer, je dirais, dans quelque chose qui pourrait nous isoler, en fin de compte, par rapport à la réalité de ce qui est possible d'envisager. Parce que la réalité n'est pas une voie, ce n'est pas une traque seulement. La réalité, elle peut avoir plusieurs couleurs et ça peut être intéressant, effectivement, d'en tenir compte. Donc, ça, c'était pour le communicateur, la famille d'âme. La troisième famille d'âme, ce sont les guerriers, qui sont donc reliés au chakra solaire. Et les guerriers, finalement, ce sont des. Contrairement à ce qu'on peut penser, le guerrier, on pense souvent à guerre, hein, avec guerrier.
Mais quand on pense à la famille d'âme du guerrier, on pense justement à celui qui a compris que pour finalement être dans une position de pouvoir, il fallait collaborer avec d'autres êtres humains. Moi, si je collabore avec d'autres êtres humains, parce que je les valorise, je les reconnais, je comprends que sans eux, je ne suis rien, ben, je suis en train de me donner un pouvoir plus élevé parce que je suis en train de faire valoir ces gens-là. Je me sens plus reconnu par eux et par le fait même, je me sens plus reconnu et ça me donne un pouvoir plus important. Alors, c'est dans cette relation d'échange, de collaboration, où je reconnais quelque part que ces personnes-là, j'ai besoin d'eux et que je fais en sorte qu'ils soient bien avec moi, qui vont faire que ces gens-là vont me donner encore plus de puissance, plus d'importance, plus de valeur et qui va faire que je vais être un guerrier qui va être plus puissant finalement. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on regarde la société, comme elle fonctionne, on a tendance à oublier cette notion-là. C'est-à-dire que le pouvoir, hein, les gouvernements, etc., ont une vision quelque part dans laquelle ils se reconnaissent ayant un pouvoir, mais malheureusement, ils ont tendance à regarder les autres êtres humains autour d'eux, mais pas avec ce regard justement que ces gens-là sont importants. Et, quand on pense à ça, effectivement, un gouvernement ben, devrait regarder chaque personne appartenant à sa société comme étant des gens qui ont des ressources, qui ont des compétences, qui ont des qualités. Et sans doute qu'il faudrait se dire, ben, finalement, toutes ces personnes-là sont extraordinaires, il faut leur donner les moyens pour qu'ils manifestent cette dimension extraordinaire qu'ils sont en eux. Alors, tant son temps qu'on n'est pas capable de faire ça, ben, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer quelque part ce qu'on pourrait appeler la blessure de l'humiliation. L'humiliation, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le sentiment qu'un être humain, quelque part, non seulement il n'est pas reconnu dans son pouvoir, dans sa créativité, dans ses talents, mais on cherche même à l'humilier. On cherche même à lui enlever quelque part de la crédibilité. On trouve ça beaucoup dans la société actuellement, hein. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les Gilets jaunes en France, ça a été un exemple, quelque part, d'une expérience d'humiliation. Des gens ont été blessés, on les a pas écoutés, on n'a pas entendu qu'est-ce qu'ils avaient communiqué. On a cherché donc à aller simplement à manifester un pouvoir sur eux. Alors, c'est certain que dans ces conditions-là, l'être humain que nous sommes ne se sent pas entendu. Et ça crée quoi? Mais ça crée simplement une situation de danger, parce que quand quelqu'un est humilié, qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné? Mais plusieurs personnes humiliées peuvent se retrouver ensemble. Puis à un moment donné, ces personnes humiliées-là qui sont tous ensemble, ben, vont constater ils développent un genre de micro-structure ayant un pouvoir. Puis ces gens-là vont peut-être vouloir se révolter ensemble. Alors, vous voyez, c'est ça un peu que ça peut générer, ce genre de situation-là. Donc, pour revenir avec le guerrier maintenant, on a l'hypo et l'hyper comme dans les autres familles précédentes. Donc, l'hypo, c'est un manque d'énergie dans le plexus solaire. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, vous l'avez peut-être déjà deviné. C'est le soumis. Le soumis, bien évidemment, c'est celui qui ne veut pas se mettre en conflit parce qu'il n'y a pas de l'humiliation. Donc, il cherche justement à se soumettre à des gens plus forts que lui en reconnaissant au fond de lui que cette soumission-là ne lui permet pas d'être en lumière, ne lui permet pas de faire valoir qui il est vraiment, parce qu'il doit se soumettre à des gens qui ont un certain pouvoir, une certaine autorité. Et c'est ce qu'on trouve beaucoup dans la société, dans les sociétés. En fin de compte, quand il y a un gouvernement, ben, le gouvernement, ben, on doit se soumettre à lui, même quand le gouvernement ne prend pas des bonnes décisions. On doit se soumettre à lui parce que c'est lui qui décide. Et comme nous, à quelque part, on n'est pas reconnu à notre juste valeur, ben, on se retrouve dans une position de soumission à ce moment-là. Dans le cas de l'hyperactivité, on va retrouver le dominant. Le dominant, bien évidemment, c'est celui à quelque part qui est la position de chef, mais une position de chef dans laquelle, souvent, malheureusement, il va chercher à vouloir humilier les autres. Moi, je suis moi le patron, tu te la fermes, sinon la porte est là. Vous voyez, ça, c'est un exemple que je vous donne, mais pour montrer que dans cette position d'autorité, on peut effectivement se mettre dans une position d'autorité qui fait que les gens, en quelque part, se sentent mal à l'aise, se sentent humiliés, parce que justement, ils comprennent qu'il faut qu'ils se soumettent, sinon ça ne fonctionnera pas. Il y a tout un nouveau mouvement avec l'intelligence émotionnelle, dont j'aimerais peut-être vous parler, qui ouvre la porte à un changement de paradigme par rapport à la notion de guerrier. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre que si on est émotionnel, si on reconnaît quelque part qu'on peut être intelligent avec un quotient intellectuel, donc au niveau du cerveau, il y a un autre type d'intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle qui nous ramène au cœur et qui ramène à l'idée que moi, si je veux avoir un pouvoir sur les autres, j'ai certainement avantage à tenir compte des qualités, des compétences de chacun, de les écouter, de leur donner à quelque part des postes qui sont à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire pour faire en sorte que tout le monde soit content et qui va faire que moi, je vais être un patron qui va être bien vu, puis je vais être un patron qui va être bien, qui a une bonne autorité, tout simplement parce que les gens vont me reconnaître puis vont me respecter. Et ça, je pense que c'est un élément important. Et encore là, dans la société, malheureusement, on vit dans une société de dominants et dominés. Je pense qu'en France, actuellement, encore depuis quelques temps, parce que je vais quand même assez régulièrement, on peut constater effectivement cette position de dominant et dominé qui est assez forte par la façon que le gouvernement manifeste quelque part sa puissance.
dans lequel il y a pas, les gens, les concitoyens n'ont pas l'impression d'être entendus. Alors, vous voyez, ça reflète à quelque part quelque chose qui n'est pas en harmonie avec l'expression pure hein, du guerrier, qui n'est pas une expression comme celle-là. Mais malheureusement, l'être humain, puis c'est pas juste en France, c'est partout dans le monde, hein, on retrouve cette position de dominant et dominé. La société, d'une façon générale, fonctionne sur ce principe-là. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est certain qu'on doit envisager autre chose. Et c'est là que ça m'amène à vous parler de l'étape, la troisième étape permettant la réalisation et permettant le grand changement, c'est de comprendre à quelque part qu'à partir du moment que j'ai créé un réseau, que je me suis mis en relation avec les gens, que j'ai cherché à tenir compte d'une forme de réseau d'information dans lequel j'ai cherché à être authentique avec moi, authentique avec les autres, j'ai cherché à tenir compte des points de vue de chacun, tout en respectant quelque part ce que j'étais, ben, à ce moment-là, je me mets dans une position où je dis, OK, là, maintenant, je peux incarner ma lumière. J'avais un projet, je me suis mis en réseau, j'ai tenu compte des avis de chacun, et là, je peux incarner ma lumière. Incarner ma lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire rayonner. Rayonner, c'est agir en harmonie avec le projet que j'ai mis en place, et évidemment, de collaborer avec d'autres êtres humains pour rayonner davantage, mais effectivement, me mettre dans une position où j'assume pleinement qui je suis. Et assumer pleinement qui on est, ben, c'est de commencer justement à se donner la permission de comprendre que le grand changement, c'est quoi? C'est cette idée de collaborer avec d'autres êtres humains. Moi, je suis une lumière, tu es une lumière, tu es une lumière, tu es une lumière. Donc, on peut collaborer tous ensemble au grand changement. Et ce grand changement-là, évidemment, va reposer sur quoi? C'est sur la reconnaissance de la lumière dans chacun des êtres humains qui se trouvent autour de soi. Et c'est à travers une démarche comme celle-là qu'on peut apprendre à quelque part à reconnaître que moi, j'ai un projet, j'ai pu rayonner qui j'étais, et parce que je rayonne qui je suis, ben, je suis dans une position, entre guillemets, d'autorité. C'est-à-dire que je n'oublie pas quelque part que c'est moi qui ai mis en place le projet. Ça ne veut pas dire que je suis un patron, un dieu, une personne qui est fermée face aux autres. Je reconnais quelque part que j'ai mis en place quelque chose et je reconnais que des gens ont pu m'aider, mais je me rappelle quelque part que c'est moi qui rayonne ce projet-là, c'est moi qui le tiens, c'est moi qui le supporte. Puis évidemment, d'autres êtres humains peuvent collaborer avec moi et je les reconnais. Puis dans ce sens-là, on forme une forme d'équipe ensemble. Donc on n'est pas en train de parler d'une dissension ou d'une coupure ou d'une vision de dominant et de dominé, mais plus dans une vision quelque part de collaboration qui permet justement de réaliser des grands projets à ce moment-là. Donc ça, c'était pour le guerrier, donc qui était la troisième famille d'âmes. Ensuite, il y a la famille d'âmes, les serviteurs. Les serviteurs, c'est relié donc au chakra du cœur. Et les serviteurs, finalement, dans la hiérarchie des chakras, il faut se rappeler que le chakra du cœur, c'est vraiment un chakra important. C'est le chakra qui permet de faire le lien entre la terre et le ciel. Alors, la terre, c'est la relation tellurique avec le sol qui me permet de me sentir soutenu par une énergie tellurique qui nourrit mes batteries intérieures, pourrait-on dire ça comme ça. Et plus cette énergie-là circule en moi, plus je me sens supporté, plus je me sens reconnu dans ma grandeur. Et quand on arrive à l'étape du cœur, on apprend à reconnaître qu'on s'aime. On s'aime pourquoi? Bon, on s'aime parce qu'on a reconnu qu'on avait envie de marquer le sol, on a reconnu qu'on avait envie de se tenir debout, on a reconnu qu'on avait des besoins de sécurité, des besoins affectifs et émotionnels, qu'on avait une envie de s'affirmer, de prendre sa place, d'avoir du pouvoir. Et dans ce sens-là, mais évidemment, on a appris à s'aimer tel qu'on était. Et dans cet amour-là de soi, qu'est-ce qui va en résulter? Ben, on va avoir envie de dire, ben, moi, je m'aime. Et parce que je m'aime, ben, j'ai envie d'aimer. J'ai envie d'aimer, c'est-à-dire j'ai envie de partager ce que je suis, ce que j'ai de plus beau à offrir avec les êtres humains. Et quand on dit partager, ça ne veut pas dire quelque part imposer, ça veut juste dire finalement tendre la main vers d'autres êtres humains pour amener un monde meilleur à prendre forme. Donc, le serviteur, c'est vraiment quelqu'un qui a compris par son expérience de vie que l'amour de soi était fondamental et que cet amour de soi, elle ne pouvait passer que par une voie qui était celle de dire j'ai de l'amour en moi et cet amour-là que j'ai pour moi-même, ben, j'ai envie de la partager parce que je considère que c'est ce qui est le plus important sur Terre, de s'aimer et d'aimer les autres. Cet amour-là va finalement nous amener à comme développer des actions pour changer le monde. Ces actions-là, je reviens souvent avec le film Le Demain, qui est un film que vous avez peut-être déjà vu, qui est un film qui propose justement diverses situations. C'est-à-dire que celui qui a fait le film a pris le temps de se dire, mais est-ce que c'est possible de voir les choses positivement à l'ère où est-ce qu'on est actuellement? Est-ce que c'est possible de voir, par exemple, que la pollution, les mauvaises conditions que la planète vit actuellement, est-ce que c'est possible de trouver des solutions? Est-ce qu'il y a des gens dans le monde qui ont regardé positivement les choses pour trouver des solutions? Comme dans le système politique, face à l'argent, etc. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent qui sont positives, plutôt que de rester dans le sombre, dans le négatif? Et ce film-là propose justement plein d'individus
qui ont décidé de prendre leur vie en main, d'arriver avec leur amour d'eux-mêmes et se dire, ben moi, je regarde la société comme elle est, puis j'ai envie de partager quelque chose de beau. C'est intéressant ça, hein? Partager quelque chose de beau, surtout actuellement. Parce qu'actuellement, ce qu'on entend, c'est souvent du pas beau. Que ce soit les nouvelles classiques, où on entend parler de mort, de mort, de mort, de mort, de mort, de mort, et de catastrophes, tout ce qu'on peut imaginer. Et quand on regarde sur YouTube, Facebook, etc., on voit beaucoup de choses négatives, malheureusement. Alors, cette idée de voir les choses positives, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à la responsabilité que chacun d'entre nous avons pour construire un monde meilleur. Moi, je pourrais très bien critiquer pendant des jours et des heures et des journées et des semaines et des mois la société, de lui dire, parler juste de choses négatives et je pourrais pendant des mois et des mois le faire et je pourrais en avoir encore à dire après. À mon avis, il faut arriver à me dire, ben oui, c'est intéressant de poser un regard critique sur les choses, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour amener un changement dans le monde? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour amener une transformation dans le monde? Et cette transformation-là, bien évidemment, elle touche à quelque part le serviteur, parce que le serviteur, finalement, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est qu'il va avoir envie, lui, de se dire, mais moi, je ne peux pas changer le monde au complet. Ce que je peux faire, par contre, c'est de créer un micro-monde, une micro-société. Alors, les gens qui vont s'investir du serviteur en eux vont souvent des gens qui vont faire des micro-villages, des éco-villages plutôt. Ils vont faire, par exemple, ils vont faire des actions sur l'agriculture à l'intérieur de leurs terres qu'ils ont pour amener justement des fruits, des légumes de meilleure qualité, etc. etc. Donc, ces gens-là, à leur niveau, vont faire une différence. Ils ne vont pas juste parler, ils vont faire. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, cette idée de faire, parce que ça nous ramène dans la pratique de l'enracinement à cette position de verticalité. La verticalité, qu'est-ce que c'est? C'est la position où je me mets les deux pieds sur le sol et je me reconnais connecté au ciel et je reconnais que je suis vertical. Vertical, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'assume. Ça veut dire j'assume. Et assumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire agir. Si j'assume quelque chose qui est en moi, hein, je reviens avec le chakra racine. Qu'est-ce que je dis avec le chakra racine? Je me lève tous les matins. Pourquoi? Je me lève parce que j'ai envie de faire quelque chose qui vibre en moi. Alors, assumer, ça veut dire, ben, assume cette vibration-là qui est en toi. Permets-toi quelque part d'arrêter par exemple, de critiquer, etc. Puis permets-toi quelque part d'agir. Permets-toi quelque part de faire quelque chose qui va faire une différence dans le monde. Même si c'est petit, permets-toi de l'assumer, ce petit-là. Permets-toi de faire quelque chose qui va faire une différence, même si ça ne paraît pas dans un sens global du terme. Le serviteur, c'est ce qu'il a compris, lui. Il a compris quelque part que bavarder, c'est bien, bien intéressant, mais bavarder, on bavarde de quoi en fin de compte? On bavarde de nos peurs, on bavarde de ce qui pourrait arriver, de ce qui n'est pas arrivé, mais qui pourrait arriver. Il faut faire attention, là. Ça pourrait arriver, ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On reste planté et on n'est pas dans une position de verticalité. On est dans une position où on a peur. Et la peur, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me mets dans une position d'horizontalité. C'est-à-dire que je commence à pointer du regard, du doigt, ce qui me fait peur. Ah, ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur. Il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça. Et là, on ne devient plus dans une position où on est en harmonie avec soi. On est en harmonie avec ce qui nous fait peur. C'est drôle à dire parce que vous allez me dire, non, je ne suis pas en harmonie avec ce qui me fait peur. Oui, mais on nourrit drôlement ce qui nous fait peur. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On est paralysé parce qu'on est toujours en train de donner du pouvoir à ce qui nous fait peur. Et actuellement, moi, ce que j'observe sur Facebook, sur YouTube, tous les réseaux actuellement, il y a énormément de peurs qui sont transmises là-dedans qui nous paralysent. Et on dit, oui, on est manipulé par le gouvernement, par tout ça, mais on pourrait presque dire, mais on est manipulé par les gens qui nous font peur, qui nous génèrent de la peur, qui ne nous amènent pas des solutions. C'est bien beau de dire faire attention, faire attention, faire attention, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est là que ça nous ramène vers une forme de position d'autorité. La position d'autorité, c'est que je reconnais que moi, je peux faire quelque chose. Et c'est la question que j'aimerais vous poser dès aujourd'hui, hein, de vous dire, mais qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, vous, pour vous ramener dans une position où vous assumez ce changement qui est en vous, que vous avez envie de mettre en place, et de quelle façon que vous allez le faire. C'est ça qui est important par rapport à ça. Et si on regarde, donc, la blessure du serviteur, c'est la trahison. La trahison, bien évidemment, c'est que quand on aime, ben on fait, effectivement, on s'investit vers quelqu'un, et évidemment, l'autre personne, ben, si elle ne s'investit pas de la même façon que nous, ben effectivement, il peut y avoir une trahison qui peut en résulter. Et la trahison, ben, qu'est-ce qu'elle va générer? C'est une une hyperactivité du chakra du cœur. L'hypoactivité, c'est le cœur qui ferme. J'ai été trahi, donc je ferme mon cœur, puis plus jamais je vais le rouvrir. Donc, je vais être constamment dans une position où je prends, je prends, je prends, je prends. Pourquoi je prends? Mais parce que je ne veux surtout plus jamais donner. Parce que comme j'ai déjà eu le cœur ouvert et que ça m'a fait mal,
Je ne veux plus justement de nouveau donner quelque chose. Donc, je vais être un preneur. Et quand on regarde dans le cas de l'hyperactivité du cœur, ben, c'est le dévoué. Le dévoué, c'est qui? Ben, c'est souvent le thérapeute, c'est souvent l'infirmière, c'est souvent celui qui s'intéresse aux autres, c'est celui qui se donne. Hein, lui, il va donner, 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 donner. La position d'équilibre, c'est pas de trop donner, c'est pas de trop prendre. C'est de prendre et de donner. Et ça, c'est une position qui est intéressante parce que ça veut donc dire que deux êtres humains se rencontrent. Ils ne sont pas en train de tomber l'un sur l'autre. Hein. Quand on dit tomber en amour, par exemple, ou tomber amoureux, ça veut dire quoi tomber amoureux? Ça veut dire perdre ses repères. Je tombe parce que je ne suis plus capable de m'assumer devant l'autre, parce que je perds mes repères. Perdre ses repères, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement se retrouver dans une position où on peut effectivement perdre la position d'équilibre entre donner et recevoir. Si je me reste dans une position d'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un lien qui va exister entre deux êtres humains qui vont me permettre un partage. Le partage, c'est quoi? C'est le partage de deux êtres humains qui s'assument et qui vont échanger entre eux un espace commun qui vont leur permettre donc d'épanouir ce qu'ils sont mutuellement. Alors, je pense que c'est ça quelque part qu'il faut maintenant chercher à viser. Dans ce grand changement-là, quelque part, il faut réfléchir sur cette position de prendre, de donner et de recevoir, de prendre ou d'être un preneur ou un donneur finalement, de comment je peux trouver un équilibre là-dedans pour arriver effectivement à sentir que moi, je suis en train d'assumer l'amour que j'ai pour moi-même et je suis en train d'assumer quelque part l'amour que je peux effectivement partager avec les autres. Donc, il y a une forme d'équilibre qui s'installe à ce niveau-là, ce que je pense que c'est important. Puis la quatrième étape, donc, permettant le grand changement, bien évidemment, c'est d'accueillir qui on est, hein, d'accueillir ce qu'on est, mais d'accueillir aussi ce que l'univers nous propose. Parce qu'à travers le processus de transformation que je suis en train de mettre en place, où j'ai appris à me positionner et à mettre un plan d'action par rapport aux vibrations que j'avais, j'ai créé donc un réseau. J'ai créé un réseau de gens. Après ça, j'ai incarné ma lumière. Et en incarnant ma lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que des situations dans ma vie sont venues vers moi. C'est là qu'on pourrait dire que l'univers me parle. L'univers me parle dans un contexte de loi d'attraction. C'est-à-dire que moi, j'émets une lumière, j'émets une information, j'émets un projet. Et évidemment, la vie va me donner une réponse à ce projet-là. La vie, ça peut être comment? Ça peut être des événements, ça peut être des relations, ça peut être un tas de choses comme ça, qui me confrontent à moi-même et qui me ramènent justement à dire, OK, moi, j'ai quelque chose de beau à offrir, là. Et là, l'univers me transmet des messages de quelle façon que moi, je peux finalement euh, me positionner par rapport à ce que l'univers me propose, me donne, c'est quoi les messages que je dois retirer de ça pour apprendre justement à me retrouver dans une position d'ajustement par rapport à tout ça. Ah, vous voyez, ça, c'est la quatrième étape, c'est donc d'apprendre justement, donc accueillir ce que l'univers a à me transmettre par rapport aux événements. J'ai donc émis des actions, j'ai fait des choses, et là, l'univers me répond en quelque sorte par les divers événements de ma vie qui vont se manifester à moi à partir du moment où j'ai incarné cette lumière-là. Et ça, c'est là que ça devient intéressant, évidemment, de comprendre que ce que l'univers va me mettre sur mon passage, souvent, ce sont des initiations. Des initiations qui vont m'obliger à devoir me libérer de certains blocages, de certaines perturbations, de certaines limitations que j'ai entretenues tout au long de ma vie et que là, je vais pouvoir apprendre à me dégager et à me libérer. Pourquoi? Pour me tenir debout. Me tenir debout, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire me dégager de ces limitations que j'avais en moi pour accéder à l'amour que j'ai pour moi-même, puis me permettre donc finalement de proposer ce que j'ai de plus beau à offrir sur Terre. Parce que comment je peux arriver à offrir ce que j'ai de plus beau sur Terre, qui est en moi? C'est uniquement parce que je vais m'aimer tellement que je vais envisager qu'une seule chose qui est importante dans ma vie, c'est de donner ce que j'ai de plus beau à offrir. Et à ce moment-là, vous allez me dire, oui, oui, mais je ne dois pas donner ce que j'ai de plus beau à offrir, les gens ne pourraient pas le prendre, ils ne pourraient pas l'accepter. Qu'est-ce que je suis en train de faire à ce moment-là? Des croyances. Je suis en train de construire des croyances qui me ramènent à l'idée de dire, mais non, il ne faut surtout pas que je montre ce que j'ai de plus beau à offrir, parce que les gens ne seraient pas capables de l'accepter, ou les gens vont tout prendre, ils vont m'exploiter. Ben non. Si tu t'assumes, personne ne va t'exploiter. Sois responsable. Responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre conscience que j'ai une responsabilité dans mon incarnation d'être humain que je suis. Et cette incarnation me ramène à l'idée que moi, si je veux amener un changement dans ma propre vie et favoriser un grand changement, ben, je dois être prendre conscience que je suis responsable de ce que je suis et que c'est trop facile de pointer du doigt les autres en disant c'est de leur faute. C'est pour ça que je ne peux pas montrer ce que j'ai de plus beau à offrir. Il n'y a aucune raison pour justifier le fait que je ne peux pas manifester ça, sinon mes propres blessures, sinon mes propres croyances, sinon mes propres limitations. Et quand je commence à comprendre quelque part que tout ça me limite, ben, je me donne la permission effectivement de l'offrir ce que j'ai de plus beau à offrir à ce moment-là. Donc, ça, c'était pour la quatrième étape permettant le grand changement. La cinquième famille d'âmes, ce sont les créateurs. Alors, les créateurs, ce sont des gens
donc c'est relié au chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, finalement, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la capacité de créer. C'est un créateur. Le chakra de la gorge, c'est un chakra qui nous met en relation avec le ciel. Et il nous met en relation avec comme ça, on a des petites antennes, et ces antennes-là me mettent en contact avec des énergies qui n'ont pas été encore mises en place sur Terre. C'est un peu comme si j'avais la capacité d'élever mes antennes au-delà de la pensée collective et que je pouvais capter des projets créateurs, des aspects inventifs qui n'avaient pas été encore mis en place sur Terre. Donc, le créateur, c'est quelqu'un qui a donc une capacité de créer et d'inventer exceptionnelle parce qu'il a une longueur d'avance sur les autres. C'est un peu comme un individu qui a toujours un pas en avance sur les autres êtres humains et c'est un individu qui a confiance en lui. Il a confiance en ses perceptions. Donc, même si on lui dit ça n'a pas d'allure ce que tu dis, il va tellement croire en ce qu'il fait et en ce qu'il ressent qu'il va quand même continuer à suivre son chemin. Donc, ce sont des gens, évidemment, on en connaît dans l'histoire de la société humaine, hein, des gens qui ont passé des vies à croire en quelque chose, alors que tout le monde entier les rejetait puis les refusait, mais eux, ils croyaient, puis plusieurs siècles plus tard, peut-être, ils vont enfin se faire reconnaître parce que justement, on constate qu'ils avaient raison. C'est des choses qui vont, c'est ça un peu le créateur, c'est des êtres qui ont vraiment une conviction très, très élevée au niveau de ces projets-là. Alors évidemment, il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à se faire reconnaître, mais je pense à Einstein, par exemple, qui a pris un certain temps à être reconnu sur les théories de la relativité qu'il émettait, parce que justement, beaucoup de physiciens ont de la difficulté même à comprendre ce qu'il racontait au départ, parce que justement, il était tellement en avance sur son temps qu'on n'arrivait pas à comprendre tout à fait ce qu'il voulait nous dire. Donc, vous voyez, ce sont des exemples qui peuvent être intéressants pour mieux comprendre ce qu'est le créateur. Donc, le créateur, finalement, c'est un individu qui va être souvent confronté à l'injustice. Pourquoi? Mais parce que il arrive avec des convictions, il arrive avec des choses nouvelles, des inventions, des projets intéressants, mais il ne parvient pas justement à faire en sorte que ces projets intéressants-là puissent être toujours si facilement que cela reconnus par son entourage. Et c'est ça qui va entraîner une forme de souffrance. Cette souffrance-là, bien évidemment, c'est le sentiment d'injustice. J'ai quelque chose d'extraordinaire à offrir, je ne suis pas reconnu à ma juste hauteur, donc ça me décourage. Et puis le créateur, bien évidemment, face à cette blessure émotionnelle de l'injustice, va entraîner soit une hypo ou une hyperactivité. L'hypoactivité, ça va être beaucoup relié au conformisme. Le conformisme, c'est qui? Mais c'est celui, quelque part, qui devient conforme à la société, conforme à ce qu'on lui dit, conforme aux règles, aux lois, aux croyances, à ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. On devient conforme, c'est-à-dire qu'on accepte justement ce qui est dit, ce qui est reconnu. Donc, on n'est pas dans la créativité, on n'est pas dans l'inventivité, on est simplement en train de reproduire ce qui existe déjà. On s'arrête là. Alors que dans le cas de l'hyperactivité, on va tomber dans ce que j'appelle moi l'avant-gardiste. L'avant-gardiste, bien évidemment, c'est celui, c'est pas parce qu'il le veut, hein, mais c'est celui quelque part qui a toujours des pas en avant. Et parce qu'il y a des pas en avant, bien, inévitablement, l'injustice va être amplifiée parce que le côté avant-gardiste fait de lui quelqu'un qui veut tout le temps faire des pas en avant, arriver avec des idées nouvelles, des projets nouveaux. Et évidemment, il va être confronté évidemment au fait que les gens autour de lui ne vont pas comprendre qu'est-ce qu'il raconte, parce que comme il est avant-gardiste, il a de la difficulté à se faire respecter dans ce qu'il a à dire, parce que justement, il n'est pas compris. Alors ça va générer un peu une incompréhension à ces niveaux-là. Donc, le créateur, bien évidemment, on sait tous que le créateur, quelque part, c'est donc un individu, justement, qui arrive avec de nouvelles énergies pour amener donc une transformation collective. Donc, et ça va se faire donc à un niveau individuel souvent, c'est-à-dire que le créateur a un projet qui est donc individuel, un projet quelque part soit une invention, soit un projet créateur qui lui est propre. Il va essayer donc de faire valoir quelque part cette créativité et cette inventivité-là. Et puis donc, l'étape que j'avais envie de parler par rapport au grand changement concernant ça, mais évidemment, c'est de quelle façon que moi, je peux envisager ma vie avec un regard créatif. Un regard créatif, c'est trouver de nouvelles solutions par rapport à ma propre vie. Hein, je pourrais très bien dire que ma vie est quelque part, hein, je suis limité dans ma vie présentement. OK? Mais de quelle façon tu pourrais ne plus être limité? De quelle façon que tu pourrais envisager ta vie autrement? Donc, le créateur, quelque part, nous met en condition, finalement, qu'à partir du moment que j'ai accueilli ce que l'univers va me transmettre, hein, c'est-à-dire que dans les 4 étapes précédentes, j'ai appris à me positionner, à créer un réseau, à rayonner, et ensuite, évidemment, à accueillir ce que l'univers me transmettait. Et à partir du moment que j'ai reçu cette information-là, ben, je peux maintenant trouver de nouvelles solutions, de nouvelles façons d'envisager les choses pour faire un pas en avant encore plus élevé, encore aller plus loin dans la démarche que je suis en train d'entreprendre. Et c'est là que le créateur va être cette 5e étape-là. Et ça veut donc dire que à chaque fois que je me retrouve dans une limitation que l'univers me transmet, ben à chaque fois, je peux, moi, envisager
un processus créateur qui va me permettre donc d'envisager ma vie avec une vision plus élevée, plus évolutive, plus harmonieuse, etc. Donc ça, c'était donc pour la cinquième famille d'âmes. La sixième famille d'âmes dont j'avais envie de vous parler, ce sont les philosophes. Alors, les philosophes, on continue dans la hiérarchie des chakras. Le philosophe, c'est vraiment relié au chakra frontal et c'est vraiment en relation avec des individus qui sont capables de capter ce que j'appellerais la vérité. La vérité avec le grand V. Alors, la vérité avec le grand V, ça veut dire que chaque philosophe vont capter une vérité, une parcelle de la vérité, parce que la vérité, à quelque part, c'est quelque chose de très vaste, hein. On pourrait voir ça comme ça. Et ces êtres-là vont avoir la capacité d'intégrer leur hémisphère droit et gauche dans une forme d'équilibre, c'est-à-dire qu'ils sont capables de capter intuitivement une vérité et par le mental rationnel, ils vont être capables d'articuler une pensée qui vont leur donner l'opportunité d'être en mesure de partager cette vérité-là à une grande, grande population parce qu'ils vont être capables de présenter un langage intellectuel qui vont leur donner l'opportunité de découvrir cette richesse-là. Donc, le philosophe, ce sont comme des êtres qui ont une capacité élevée de s'ouvrir à l'univers, finalement, puis ils ont une capacité donc de prendre cette connexion-là qu'ils ont et de la traduire à une population, à une collectivité. Ce sont des influenceurs, évidemment, qui sont capables d'influencer la collectivité humaine parce qu'ils sont capables d'amener des nouvelles façons de concevoir la vie d'une façon beaucoup plus déterminante. Le créateur va être beaucoup plus dans un contexte plus individuel. J'ai un projet, j'ai une créativité, j'ai une invention que j'ai faite. Là, on parle d'un philosophe qui, lui, va avoir une pensée beaucoup plus, un projet beaucoup plus universel à proposer à la collectivité humaine. Ce sont donc des êtres qui vont arriver avec des pensées qui vont vraiment amener un changement de la conscience humaine à un niveau plus ou moins important selon chacun d'eux. Alors, le philosophe va vivre, lui, une injustice qu'on pourrait appeler l'injustice collective ou sociale, c'est-à-dire que parce que j'ai une connexion avec une vérité et que cette vérité-là, quelque part, me permet, moi, de la transmettre à une collectivité importante, bien, cette collectivité importante peut accepter, en quelque part, ce regard-là que j'apporte. Puis, il peut y avoir effectivement aussi un rejet ou un refus. On retrouve ça beaucoup dans la société, chez les gens, les grandes personnes qui ont des grands messages à transmettre. Et on va souvent se retrouver, ces gens-là vont souvent se retrouver avec ce qu'on appelle les scandales. Les scandales peuvent être vrais, peuvent être faux, hein. Ça, c'est un autre problème, en fin de compte. Mais cette idée d'injustice, c'est ça, c'est que moi, j'arrive avec des super beaux projets, des super belles pensées, et ces belles pensées-là, quelque part, ben, la société, effectivement, cherche à voir le côté sombre de ma personne parce que, quelque part, je deviens comme trop important. Et parce qu'on cherche à noircir ma personne, ben là, on va commencer à mettre en évidence quelque chose de négatif de moi. Et là, on va m'enlever ma crédibilité et on va me mettre dans une position où je n'aurai plus accès à la collectivité que j'avais accès parce que, justement, d'une certaine façon, on va m'avoir contrôlé, va en contrôler ma popularité en quelque sorte. Alors, vous voyez, ça, c'est un peu un problème qu'on va retrouver avec le philosophe concernant cette injustice-là, ce qui va générer donc deux types de comportements, l'hypo et l'hyper, encore une fois. L'hypo, qui va donc être peu d'énergie dans mon chakra frontal, ça va faire de moi un scientifique. Je ne veux pas dire que le scientifique n'est pas quelqu'un d'important quand je dis que c'est hypo, mais ce que je veux dire, c'est que l'hypoactivité va mettre en évidence que c'est beaucoup mon rationnel qui va se mettre en place, beaucoup moins mon intuition. Et le scientifique va donc finalement, lui, se comporter comme un être qui va justement tenir compte uniquement de la science et uniquement de ce qui est mesurable, de ce qui est démonstrable scientifiquement pour arriver à faire valoir ses points de vue. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'intuition, mais qui est beaucoup plus dans une démonstration très, très objective, très rationnelle, très logique finalement. Alors que dans l'hyperactivité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a beaucoup d'énergie dans le chakra frontal, on va retrouver ce qu'on appelle l'irrationnel. Ben, l'irrationnel, c'est quelqu'un qui, lui, se fout justement de ce qui est mesurable et ce qui est démontrable. Lui, il se fait confiance. Puis évidemment, comme il se fait confiance, ben, il va finalement se permettre d'avoir un discours finalement qui n'est pas basé sur le bon sens, sur la logique. On va avoir l'impression des fois d'avoir quelqu'un qui est un peu hurluberlu. Des gens qui peuvent avoir des discours même des fois très, très déconnectés de la dimension terrestre. Par exemple, on pourrait parler de la planète Mars dans laquelle il y a une grande conscience collective qui est en train de se développer là-bas et que dans 1 million d'années, cette conscience-là va avoir la maturité requise pour pouvoir communiquer avec nous. Alors, vous voyez, c'est un discours finalement qui peut avoir du sens, mais c'est un discours qui est tellement, tellement déconnecté de la réalité qu'on devient quelque part plus en mesure de le vérifier.
C'est ce qu'on trouve actuellement, entre autres aussi actuellement dans le monde, hein, quand on parle, par exemple, de la transformation. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, l'être humain est en train de se transformer actuellement. Il y a puis on commence à parler donc de la conscience collective qui est en train d'évoluer, qu'il y a toute une ascension qui est en train de se faire chez les êtres humains, etc. Ce sont des discours qui sont intéressants. Ce sont des discours intéressants parce que ça nous amène à nous dire, ah, OK, il y a une ascension, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qui est derrière tout ça? Ce sont des regards d'individus. Ces regards d'individus, maintenant, il faut ensuite arriver à dire, OK, mais de quelle façon qu'on peut maintenant réaliser ce grand changement-là? Hein, de pas juste philosophie dessus, pas juste exprimer des choses dessus, mais de lui donner une forme terrestre. Et c'est là, quelque part, qu'on doit se rappeler justement que pour être en mesure d'incarner le changement, ben, il faut effectivement que chaque individu se prenne en main. Qu'on arrête à quelque part de regarder quelqu'un qui nous dit qu'il va en ascension, puis dire, puis l'applaudir, puis dire, ah, c'est super, je suis tellement content, là, ça me fait tellement plaisir d'entendre. Oui, mais ça va pas comme ça que ça va se faire, là. C'est pas tant et son temps qu'on va se mettre dans une position où on va regarder quelqu'un, puis qu'on va dire, hey, c'est fun, je suis tellement content de savoir qu'est-ce qu'il me dit. Ben, il n'y aura rien qui va se passer. Parce que je vous rappelle que la première étape, c'est quoi? C'est se positionner, vibrer, plan d'action. Ça veut dire que moi, individuellement, je dois me positionner, me mettre en relation avec une vibration, une excitation qui est en moi, de mettre en place un plan d'action et de commencer à créer un réseau. Commencer ensuite à rayonner, à assumer cette lumière-là qui est en moi, puis ensuite, évidemment, donc accueillir ce que l'univers me transmet, créer de nouvelles solutions, et ensuite, évidemment, partager avec le monde. Partager avec le monde, c'est le grand monde, c'est-à-dire avec l'universel. Hein, c'est-à-dire de chercher justement, à partir du moment que j'ai cette envie, hein, que je vois que mon projet prend forme, ben, j'ai envie de l'épanouir, de faire grandir encore plus, que tout le monde puisse connaître mon projet. Ça, c'est un peu l'étape, la sixième étape finalement, qui est reliée donc aux philosophes. La septième étape maintenant, la septième famille d'âmes, c'est les spirituels, qui est reliée donc au chakra couronne. Et cette famille d'âmes-là, évidemment, elle est directement liée à l'être humain quelque part, qui est en harmonie avec sa mission de vie, qui est en harmonie avec sa lumière. Ce sont des êtres qui vont dégager une certaine lumière, justement. C'est ce qu'on trouve beaucoup chez les gourous, en fin de compte, dans certains cas. Les gens on va tellement se sentir bien à côté d'eux, que c'est pas parce qu'ils nous parlent, hein, c'est pas parce qu'ils font des discours, c'est pas parce qu'ils nous disent des choses, c'est parce qu'ils sont simplement rayonnants. Et parce qu'ils rayonnent, ils amènent un sentiment de paix intérieure en soi qui fait qu'on a envie d'être avec eux. Et on va avoir envie de les suivre. Alors, vous voyez, ce sont des gens qui sont dans une forme de réalisation et ils ont à faire des choses, ils le font, ils ne vont pas faire de bruit, ils ne vont pas commencer à dire qu'ils sont extraordinaires, qu'ils sont merveilleux. C'est quelque chose qui ne les intéresse pas parce que pour eux, le plus important, c'est de réaliser ce qu'ils ont à faire tout simplement. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu les spirituels. Et évidemment, l'injustice que les spirituels vont vivre, c'est ce qu'on appelle l'injustice spirituelle. Alors, vous allez me dire, l'injustice spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un qui a une certaine réalisation, je devrais être reconnu par Dieu, je devrais être reconnu par les lois de l'univers, etc. Et finalement, je ne suis pas reconnu comme je le pensais. Donc, ça peut en générer à ce moment-là une blessure. Hein, si je ne suis pas complètement aligné avec mon être, avec ma dimension spirituelle, je peux vivre une blessure à ce moment-là, qui est vraiment de l'ordre de l'injustice spirituelle, avoir l'impression que Dieu me rejette. Alors, c'est pas vrai, hein? Mais l'impression que j'ai, c'est ça. C'est une blessure que j'ai. Et cette blessure-là va générer à ce moment-là l'hypo et l'hyper, comme je disais tout à l'heure. Dans le cas de l'hypoactivité du chakra couronne, ça va créer un individu que je qualifierais d'existentialiste. L'individu, justement, euh, se- qui cherche en quelque part à donner un sens à sa vie finalement. Il se lève le matin, il se demande pourquoi se lever, il se demande pourquoi manger, pourquoi respirer, pourquoi il fait, qu'est-ce qu'il fait là. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là, justement. Il n'y a pas de mission, il n'y a pas de raison d'être. Il ne sait pas pourquoi il fait sa vie finalement. Ça, c'est l'existentialiste. C'est le cas de l'hypoactivité. Dans le cas de l'hyperactivité, je vais l'appeler le sectaire pour mettre en évidence que là, c'est un piège de l'ego. C'est-à-dire que, plus particulièrement un piège de l'ego de l'être spirituel. Comme je suis un être spirituel, comme je suis un être qui a été abandonné par Dieu, ben moi, je vais proclamer que je suis Dieu. Et comme je suis Dieu, ben, je vais créer comme un mouvement spirituel, par exemple. Et ce mouvement spirituel ben, va finalement réclamer que les gens me voient comme Dieu. Et comme moi, je prends des décisions qui sont reliées donc au fait que je suis Dieu et que les gens doivent se soumettre à moi puisque je suis l'incarnation de Dieu. Alors, vous voyez, ça, c'est un piège de l'ego qu'on va retrouver dans les mouvements sectaires souvent. Et quand je dis un mouvement sectaire, il faut faire attention, je ne fais pas justement uniquement référence à des mouvements spirituels. Hein, les sectes, à quelque part, elles se font comment? Elles se font avec un être humain qu'on va valoriser comme étant le bon Dieu, même si ça peut être en politique. Hein. Par exemple, avec les Américains, on retrouve Trump. Trump, et dans certains cas, hein, il y a des gens qui vont le percevoir comme étant un être absolument incroyable. Ça peut être le cas, hein? Je ne dis pas le contraire.
Sauf qu'il y a une façon, il y a des gens qui sont tellement convaincus que quoi qu'il fasse, c'est merveilleux ce qu'il fait, qu'il en perd le sens critique. Et je vous rappelle que dans le communicateur, il y a toute cette notion d'authenticité, de dire oui, c'est vrai que c'est un point de vue celui-là, il y a un autre point de vue qui est là, donc d'apprendre à développer un discernement par rapport à tout ce qui se passe. C'est ça qui est important. Donc, le spirituel, donc, on peut effectivement développer une pensée sectaire, et cette pensée sectaire-là, bien évidemment, va nous amener à se valoriser comme étant quelqu'un qui est l'incarnation de l'absolu. Donc, on ne se remet jamais en question, puisqu'on est le bon Dieu. Hein, c'est ça un peu le problème. Et cette septième étape-là, finalement, qui nous permet d'amener les grands changements, c'est celle de la réalisation. C'est-à-dire que moi, à travers tout mon processus que je vous ai présenté, à travers le positionnement, se mettre en vibration, développer un plan d'action, créer un réseau, réunir sa vie, incarner à quelque part cette force, cette lumière qui est en moi, permettre justement à agir. Et agir m'amène à constater que l'univers me transmet des réponses, qui veut donc dire que je vais les accueillir, qui va m'amener à proposer à quelque part ce que j'ai de plus beau à offrir, hein, par rapport à ce que l'univers me demande de faire. Et à ce moment-là, je vais ensuite créer des solutions qui vont me permettre de mieux m'ajuster. Ensuite, je vais envisager de partager encore plus mon projet pour qu'il soit encore plus vaste, encore plus important. Et ce qui va m'amener à constater à un moment donné que je vais me réaliser dans le projet. C'est-à-dire que je vais constater que j'ai atteint un niveau de réalisation dans le projet que j'ai mis en place. Et quand j'ai atteint ce projet de réalisation-là, bien évidemment, je suis comme dans une position d'alignement, hein, où je reconnais quelque part que j'ai parti de quelque chose qui me faisait vibrer, et j'ai pu donc incarner ma vibration jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la réalisation de l'être que je suis. C'est là, quelque part, qu'on arrive donc aux 7 étapes permettant le grand changement. Et que chacun de nous avons une responsabilité par rapport à ces 7 étapes-là, parce que ces 7 étapes-là font que chacun d'entre nous, nous pouvons dès maintenant nous lever et nous dire, ben voilà, j'ai décidé de participer au grand changement en assumant quelque part ma lumière, mon rayonnement, à travers l'une ou l'autre de ces 7 familles d'âmes-là, et dans lequel j'apprends justement à l'incarner et à permettre à la concrétisation d'un monde meilleur prendre forme. Donc, c'était le mode d'emploi pour la transformation collective. J'étais heureux de vous rencontrer. Au revoir. Oups, mon Dieu, excusez-moi, je suis au bout de quelque chose. Donc voilà, alors c'était un peu le sens du thème de la conférence d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous auriez des questions, des réflexions que vous aimeriez me faire part maintenant. Puis j'avais fait une petite démonstration que je vais faire également pour vous présenter la méthode. Là, pour l'instant, Sylvain, il n'y a pas de questions. OK. On peut poser des questions comme ça en parlant ou pas? Alors, c'est que vous avez activé votre micro. Bah oui, vous pouvez y aller. S'il y a un problème, je ferme. D'accord. Oui, bonsoir. Moi, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit. J'ai l'impression qu'en fait, c'est une progression. Je veux dire, est-ce que chacun de nous fait partie d'une catégorie ou est-ce qu'on est tous amenés à progresser dans les différentes catégories? C'est-à-dire qu'on pourrait dire que les 7 familles d'âmes sont des composantes qu'on a tous en soi. Sauf qu'on va constater, si on prend le temps d'observer, d'écouter ce que j'ai dit, on va sans doute dire, ah, mais tiens, moi, je me reconnais bien là, je me reconnais bien là, je me reconnais bien là. Donc, on arrive à comprendre que dans mes chakras, j'ai des chakras qui sont hyperactifs, des chakras qui sont hypoactifs, des chakras qui sont plus proches d'un équilibre, par exemple. Donc, ça veut donc dire que je peux faire une cartographie de ma propre structure énergétique à travers ça. Et que les étapes, même chose. C'est-à-dire que je peux très bien reconnaître que j'ai des étapes dans lesquelles je suis très à l'aise, parmi les étapes qui ont été nommées, et d'autres avec lesquelles je suis beaucoup moins à l'aise. Donc, encore une fois, ça me permet de faire une cartographie de ma capacité à pouvoir me réaliser à travers les 7 étapes également. Voilà. Alors, une question. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom de la première famille? Bâtisseur. Bâtisseur. C'est mon accent, hein? Je sais que ça pose problème, celui-là. Le bâtisseur. Comment savoir à quelle famille on appartient, du coup, si on se retrouve dans plusieurs? Bien, là, c'est là qu'on aborde un élément supplémentaire dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on peut dire, je me reconnais là, 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 là. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, ce serait de dire à quel pourcentage que je me reconnais avec cette famille-là, à quel pourcentage je me reconnais à cette famille-là, et ainsi de suite. Donc, logiquement, on devrait être capable d'arriver à mieux décerner une appropriation. Maintenant, ceci dit aussi, quand je parle de famille d'âme, je sais que les gens vont dire à une famille d'âme, ah, je suis dans cette famille d'âme-là, ça ne bougera jamais. C'est faux. On évolue. Et parce qu'on évolue, on apprivoise chacune de ces 7 expressions-là des chakras. Et parce que j'apprivoise chacune de ces 7 expressions-là, ben c'est évident que moi, j'apprends à développer dans l'une ou l'autre des familles d'âmes à travers ce développement-là que je suis en train de faire. Donc,
c'est ça un peu que je dirais. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pourrais être très, très développé au niveau de mon chakra frontal, au niveau du philosophe, mais si, par exemple, mon bâtisseur est très faible, ben, il y a des chances, effectivement, que ça m'oblige, je vais devoir un jour ou l'autre développer ma famille d'âme du bâtisseur pour consolider justement mon incarnation, pour être capable justement de me positionner et de me mettre en relation avec des vibrations qui vont me ramener à un monde plus terrestre, plus concret, plus tangible, et dans lequel je vais pouvoir finalement me réaliser dans le monde terrestre, par exemple. Il n'y a pas d'autres questions écrites, Oui. il y a une question verbale. OK. Oui, bonjour. Je voudrais avoir les différents noms d'étapes, s'il vous plaît. J'ai pas tout compris, effectivement, à cause de l'accent, et je suis désolée. Non, ça va, ça va. Il n'y a pas de problème. La première étape, la première étape se compose de trois éléments. C'est se positionner. Comme je disais tout à l'heure, c'est pourquoi je me lève le matin. Alors, je me lève le matin parce que j'ai des choses que j'ai envie de faire. Alors, on est beaucoup d'entre nous, on s'impose, on se lève le matin, on ne se pose même pas la question de savoir pourquoi on se lève. On doit, par exemple, je dois faire ceci. Il y a plein d'obligations dans la vie, hein, qui nous éloignent de l'essence fondamentale de qui je suis. Donc, comme on est dans une période de confinement pour beaucoup d'entre vous, ça peut être intéressant de se dire, mais pourquoi je me lève le matin, moi? Est-ce que je me lève parce que je dois faire des choses que j'aime pas ou est-ce que je me lève parce qu'il y a des choses qui me font envie? Alors, c'est une belle occasion de se dire, ben, qu'est-ce qui me fait vibrer? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui m'excite, qui fait que j'ai envie de me lever le matin? Et quel est le plan d'action qui va me permettre de me réaliser en sachant que cette vibration, cette excitation est présente en moi? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'à partir du moment que moi, j'ai un plan d'action que j'ai mis en place, souvent, on va constater qu'on a besoin de se mettre en réseau. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller voir des gens avec qui on va partager notre projet. Ce projet-là, évidemment, va prendre forme de diverses façons, mais habituellement, on va avoir envie de le partager avec des gens. Et ces gens-là, ben, on va aller voir des gens qui sont des spécialistes, qui vont peut-être nous aider, des amis, on va avoir plein de monde comme ça. Et normalement, le réseau qu'on va créer, ce n'est pas un réseau de gens qui vont nous dire c'est moche ton projet. Non, non. C'est des gens qui vont nous dire waouh, quel beau projet que tu as. Ou qui vont nous faire des éléments positifs, bienveillants, qui vont nous faire avancer notre projet. Alors, l'idée de se mettre en réseau, c'est de constater que le réseau est fondamental dans l'expression d'un projet. Et ce réseau-là va nous permettre d'avoir une équipe de gens qui vont pouvoir nous aider à cheminer. Si on se met en réseau avec des gens qui vont juste nous dire des choses négatives sur soi ou sur le projet, on n'ira pas très loin. Donc, on doit questionner le réseau qu'on a construit parce que ce n'est pas un bon réseau. Le réseau doit reposer sur de quelle façon que je peux être aidé, que je peux avoir un sentiment que je suis en harmonie avec mon entourage. Alors, vous voyez, ça, c'est la deuxième étape. Et le réseau, bien évidemment, doit me faire comprendre aussi que j'ai, à quelque part, moi, un système de croyance. Et ce système de croyance, évidemment, si je mets en relation avec un réseau, ben, je dois être capable de développer une authenticité par rapport aux croyances que je peux avoir pour éviter de me renfermer dans une voie, par exemple. Vous voyez, ça serait une deuxième étape. La troisième étape, c'est incarner sa lumière. Donc, à partir du moment que j'ai un plan d'action, que j'ai un réseau que j'ai mis en place, ben, je dois me rappeler que c'est moi le leader, c'est moi le chef, c'est moi qui décide de concrétiser mon projet. Et pour ça, il faut que j'agisse, il faut que j'incarne ma lumière, il faut que j'agisse comme étant celui qui est le chef du projet et qui va incarner, qui va agir en conséquence pour arriver à le réaliser. Et dans ce sens-là, souvent, on va pouvoir collaborer, mais dans un contexte où on va chercher à rayonner davantage parce qu'on va collaborer avec des bonnes personnes qui vont nous aider à rayonner davantage, justement. Et ensuite, il y a donc s'accueillir, c'est-à-dire à partir du moment que moi j'incarne ma lumière, je vais donc constater par les actions que je vais poser qu'il y a des réactions qui vont en résulter. Ces réactions-là vont me transmettre des informations qui vont me permettre de les accueillir pour commencer et ensuite de me positionner par rapport à elles pour proposer ce que j'ai de plus beau à offrir, pour arriver justement à continuer dans une démarche d'amour de moi-même et d'amour de mon projet qui va faire que je vais donner ce que j'ai de mieux à offrir à la société, par exemple. Et ensuite, il y a créer de meilleures solutions. Ça, c'est la cinquième voie qui est reliée au créateur, qui va donc de chercher justement à m'ajuster, à créer des solutions qui vont me permettre donc de pouvoir avancer, progresser, cheminer dans mon projet. La sixième, ça va être de partager d'une façon plus universelle avec plus de monde, hein, d'accéder au monde entier, pourrait-on dire, avec mon projet, donc d'élargir mon champ d'action. Et la septième étape, ça va être la réalisation, c'est-à-dire de constater que j'ai réalisé mon projet, que j'ai été au bout du projet, pourrait-on dire, et que là, maintenant, je pourrais commencer avec un nouveau projet qui m'exciterait, qui me ramènerait donc au bâtisseur à se positionner, à vibrer, puis à créer un plan d'action à ce moment-là. Donc, c'est un peu comme une roue qui tourne.
de cette façon-là. Voilà. J'ai répondu à la question, ça va? Oui, merci. Seulement, j'aurais voulu le grand nom de chaque étape au niveau du nom des chakras ou alors du nom que vous avez exprimé, mais avec votre accent québécois. Ben, là, je viens de vous présenter les 7 étapes. Bon, disons que la famille 1, c'est les bâtisseurs. La famille 2, c'est les communicateurs. La famille 3, c'est guerriers. Communicateur. La famille 4, c'est serviteurs. Pardon? Communicateur. Hein. Oui, c'est ça. D'accord, merci. Après serviteur, créateur, philosophe et spirituel. D'accord, merci. Voilà. Je vais peut-être profiter de vous dire que si vous êtes intéressé, il y aura donc, Dominique va vous envoyer un petit mail dans lequel on va faire une invitation pour un enseignement qui donnerait suite à cette conférence-ci. C'est un enseignement qui va s'appeler Mission de vie et transformation de l'être, dans lequel on va prendre le temps dans 4 ateliers de 2 heures qui sont déjà en replay. Hein. Il va y avoir un premier atelier, c'est identifier sa mission de vie. Le deuxième, c'est identifier les comportements empêchant l'expression de notre mission de vie. La troisième étape, c'est vraiment un peu le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est de définir les 7 étapes de réalisation et comment arriver justement à mettre en place un projet dans le futur par rapport à ces 7 étapes de réalisation-là. Et la quatrième étape, ce sera une déclaration vis-à-vis de l'univers pour justement commencer à faire un genre de contrat sacré avec soi-même. Et chacune de ces étapes-là, finalement, sont donc présentées avec des enseignements théoriques et pratiques à travers 4 ateliers de 2 heures environ. Donc, c'est l'équivalent de 8 heures d'enseignement. Et vous aurez 2 offres qui vont vous être proposées, que j'enverrai donc à Dominique. Une offre qui va être uniquement les 4 ateliers de 2 heures, puis une autre dans laquelle il y aura un accompagnement thérapeutique que je vais faire en individuel avec vous si vous êtes intéressé. Donc, un webinaire. Donc, vous allez recevoir ça par mail par le biais de Dominique Carès, qui viendra donc dans les prochains jours, sans aucun doute. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ou encore là, je fais la démonstration, ou si quelqu'un veut participer à une démonstration. J'avais une question, j'ai remarqué que vous avez du coup cité les 5 blessures de Lise Bourbeau. Je voulais savoir d'où venait le lien avec les blessures que vous faites à chaque fois. Il faut savoir que ce n'est pas les 5 blessures de Lise Bourbeau en passant, c'est 5 blessures qui proviennent de Wilhelm Reich, qui avait développé l'analyse caractérielle, qui est un livre c'est le père de la psychothérapie corporelle. Puis ensuite, il y a Pierre Akos, qui a donc aussi repris les travaux de Wilhelm Reich, puis en a fait donc quelque chose. Puis Lise Bourbeau a repris ça en faisant quelque chose de plus accessible au grand public. Ceci dit, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Mission de vie et transformation de l'être, et dans lequel il est question des 7 grandes familles d'âmes, qui sont donc reliées au chakra. Puis à travers donc l'écriture du livre, ben, finalement, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de présenter donc les blessures. Vous allez voir que les blessures émotionnelles, pour moi, ne sont pas des blessures figées. Comme par exemple, dans Lise Bourbeau, elle va vous dire qu'il y a des comportements, telle blessure a un tel type de physique, par exemple. Et Wilhelm Reich donnait un peu des informations à ce sens-là aussi. Moi, ce qui m'a intéressé, parce que je suis plus dans un aspect intuitif, c'est de reconnaître à quelque part que ces blessures émotionnelles-là sont des grands principes universels chez l'être humain et que l'être humain peut, à travers son cheminement et son développement humain, accéder à l'une ou l'autre des blessures émotionnelles qui sont là. Et j'en ai ajouté 2 autres parce que j'ai considéré qu'effectivement, que je vous ai présenté, donc l'injustice individuelle, l'injustice collective et l'injustice spirituelle. Donc, ce que j'ai présenté dans la démarche. Mais l'idée, pour moi, c'était de faire le lien avec les chakras. J'ai trouvé qu'il y avait une relation entre les blessures émotionnelles et je l'ai fait un peu à ma sauce, tout simplement. Voilà. Selon ce que moi j'observais, mais surtout que c'est la différence avec les travaux de Lise Bourbeau, c'est que là, c'est vraiment beaucoup plus dans quelque chose de mouvant. C'est quelque chose qui bouge. C'est pas des blessures émotionnelles qui sont figées à je suis dans la blessure de trahison et ça s'arrête là. Non, on peut tous évoluer à travers les blessures puisqu'on peut tous expérimenter les blessures de l'une ou l'autre des familles d'âmes. Voilà. D'accord. D'autres questions? Je vous propose de passer à la démonstration. Alors Sylvain, comment est-ce que tu veux procéder? Ça serait la personne qui veut bien jouer le jeu se présente, la première qui se présente à toi. Qui est d'accord pour faire la démonstration? Moi, je veux bien. Alors moi, c'est qui? C'est Francine. Francine. OK. Alors Francine, vous devez être en photo. Est-ce que vous pouvez nous montrer? C'est possible. Là. Alors, Là qu'on doit
voyez? Non, mais je vais vous voir, je vais vous faire. Ah, d'accord, Francine. Ah, OK. Tu veux voir Francine? Ben, je vois Franck, mais je présume que Francine est à côté de Franck. OK. C'est pas très grave de ne pas l'avoir de toute façon. Il y a des gens qui parlent derrière, je ne sais pas qui c'est. Ah, il y a quelqu'un qui a dû réactiver sa. OK. Donc, moi, ce que je vais faire, Francine, je vais prendre le temps, on va faire le lien avec la conférence. Je vais prendre le temps de regarder l'étape avec les chakras et je vais regarder l'étape dans laquelle il y a une certaine limitation chez toi. On va partir de ça, si tu es d'accord. Ça va? Ça va, c'est très bien, oui. Oui, oui. Juste pour bien sûr être certain que je ne suis pas en train de. Que je vais parce qu'habituellement, moi, je travaille. Je n'ai pas besoin de voir la personne, mais là, parce que là, est-ce que c'est la personne qui est avec Franck? Non, c'est moi, là. Je suis là, moi. Je la vois pas, je la vois pas. OK, c'est bon. Je voulais juste vérifier parce que je ne vous vois pas de toute façon. OK, c'est bon. Vous OK. ne me voyez pas? Non, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Ah, je pourrais vous voir. Attendez. OK, je viens de comprendre. En fait, il y a une petite. Oui, oui, je vous vois, je vous vois. En haut, à droite, voilà. Oui, oui, je vois. D'accord, oui. OK. OK. Je fais une caricature de ce que je vais vous dire dans un premier temps, d'accord, pour faire ça. Donc, la chose que je vois au niveau de votre énergie, c'est au niveau du chakra sacré. OK? Alors, le chakra sacré, évidemment, on l'a vu, c'est le communicateur qui est là. OK? Alors, dans votre cas, le communicateur, moi, ce que je sens, c'est un peu comme, je vais dire ça de façon caricaturale, j'ai été rejeté, donc je vais tous vous rejeter. Vous êtes tous des dégueulasses, vous êtes tous des salauds. Vous voyez, c'est un peu comme l'image caricaturale qui est là. C'est un peu comme un sentiment que dans cet espace-là, vous avez besoin de retrouver cet espace-là, le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est de retrouver sa propre vérité, sa propre authenticité, en fin de compte. De comprendre quelque part que ce n'est pas parce que quelqu'un nous dit quelque chose que ce quelqu'un-là a un impact assez grand pour faire en sorte que nous ne soyons pas qui nous sommes. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai le droit d'exister. Quelqu'un peut me dire ce qu'il veut, mais moi, c'est son point de vue, c'est son regard, mais moi, je suis ce que je suis, je sais qui je suis. Je ne vais pas me laisser influencer par ça. Et quelquefois, quand on est très sensible, quand on est très blessé aussi, on peut avoir l'impression, quelque part, que le regard que les autres ont porté sur nous a tellement eu d'impact sur nous qu'on en est pollué. C'est-à-dire qu'on a la difficulté à renouer contact avec notre espace vital et de se dire, ben, je suis ça. Et je suis en paix avec ça parce que je me sens en harmonie avec moi et j'ai pu à me sentir donc perturbé par le regard qu'une personne peut avoir eu sur moi. Je ne sais pas si vous me comprenez par rapport à ça, Francine. Ah, ben ça me parle tout à fait. Oui. Donc, ça c'est, vous voyez, alors c'est sûr que là, évidemment, quand on parle du réseau, pour amener avec l'étape du grand changement, dans votre cas, évidemment, vous avez compris une chose, c'est que votre réseau est mal en point. Parce que quand on est dans cet état de blessure que je viens de vous décrire, bien évidemment, se mettre dans une position de réseau, ben, c'est pas tentant. Parce qu'on sait quelque part que les gens qui sont autour de nous, ou les réseaux qu'on va créer, ben, ils vont essayer de nous influencer, ils vont essayer de nous manipuler, ils vont essayer de nous contrôler, ils vont essayer de faire quelque chose qu'on ne veut pas. Vous voyez, alors, la première chose, évidemment, c'est de se rappeler quelque part comme dans nous, il y a, euh, il y a quelque chose qui est derrière toute cette blessure-là que je viens de vous décrire, qui pour moi touche. Tu sais, quand on parle du communicateur, ce qu'on doit se rappeler quelque part, c'est que cette authenticité qu'on recherche, c'est une authenticité qui est reliée à quelque chose de grand. Être authentique avec soi, c'est pas juste être authentique avec moi, c'est authentique avec la vie qui est en moi, avec le grand vie qui est en moi. C'est être vrai avec moi, vrai dans mon authenticité, dans ma vérité et dans l'expression de qui je suis. Alors pour vous, je pense à quelque part que vous êtes une personne qui recherchez une communication vraie, qui recherchez une pureté dans les échanges. Et c'est ça qui vous fragilise. Parce que quand on est dans cette forme d'illusion, de croire que la vérité, l'authenticité va exister dans le monde, on a l'impression quelque part que la personne qui est devant nous, on peut être vrai avec elle parce qu'on est vrai avec elle, elle va être vraie avec nous. Et là, on est dans l'illusion. Parce que quand on pense qu'on est comme ça, on est déçu parce que quand on ose être vrai, nous, et que l'autre personne ne l'est pas, ben on vit une déception, on vit une douleur, on vit une souffrance. Et c'est là, quelque part, que ça nous amène à se dire, ben finalement, je ne veux plus être vrai. Je ne veux plus être dans mon authenticité. Et c'est là que je suis dans mes blessures et je ne suis plus dans ma vérité. Je ne sais pas si vous me suivez, Francine. Oui, je vous suis, oui. Oui. Donc, c'est certain, quelque part, que cette notion de vérité que vous portez en vous, elle doit passer par le deuil. Le deuil, c'est de dire, ben moi, j'accueille ma vérité, je l'accueille. Hein, c'est le rejet de la blessure émotionnelle du communicateur. Donc, j'accueille qui je suis
Et parce que j'accueille qui je suis, je me remplis intérieurement de qui je suis. Je ne suis plus en train de demander aux autres de définir qui je suis ou de définir si je suis bien ou je ne suis pas bien. Je définis qui je suis, donc je fais le deuil des autres pour reconnaître ma grandeur. Et parce que je reconnais ma grandeur, c'est là que je vais pouvoir créer un réseau. Parce que le réseau va pouvoir se créer parce que j'aurai reconnu ma grandeur et je ne serai plus dans une position où je vais demander aux autres de valoriser qui je suis ou pas. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, moi en ce moment, je me lève chaque matin en me disant qu'est-ce que je peux faire de ma vie, qu'est-ce que voilà, ma vie aujourd'hui ne me convient pas et qu'est-ce que je peux faire, quoi. Qu'est-ce que je peux apporter à ce monde quoi, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Là, je ne vais pas vous dire quoi faire. Je vais vous dire juste une Non, chose. je sais bien. Je vais vous dire quelque chose, par contre, qui peut amener peut-être une réflexion. Euh, le communicateur a un élément important, c'est que comme il recherche l'authenticité, puis que dans votre cas, vous avez été déçu parce que l'authenticité, vous avez compris que les autres êtres humains n'avaient pas toujours la capacité d'être authentiques, ben, vous devez quelque part vous dire, mais est-ce qu'il y a un moyen de développer cette authenticité-là? Ça peut être de diverses façons. Ça peut être à travers la communication non violente, qui est une façon de communiquer, où on apprend à communiquer d'une façon plus saine et dans lesquelles ça peut être également à travers justement cette envie que l'on a de parler de l'authenticité, de la vérité. Donc, ça peut être à travers des conférences, ça peut être à travers une profession comme un coach, par exemple, un coach qui met en évidence cette notion-là, ou dans un travail où on cherche à mettre en évidence cette notion de vérité, d'être dans la justesse, de ne pas se laisser prendre par les émotions. Parce que les émotions, elles nous amènent où? Elles nous amènent vers la fausseté. Parce que, par exemple, je vais dire à quelqu'un, euh, je vais faire quelque chose et la personne va me dire quelque chose de pas gentil avec moi, envers moi, par exemple. Ben, si je tombe dans mon émotionnel, je vais simplement vibrer dans ma blessure. Si par contre, je reconnais que cette personne me dit quelque chose et qu'elle me dit quelque chose qui n'est pas agréable, par exemple, ben, je vais peut-être lui dire, ben, regarde, ce que tu viens de me dire, ben, tu vois, je trouve que c'est pas nécessairement constructif. Moi, ça me vient me chercher à l'intérieur de moi parce que ça me donne l'impression que tu me rejettes, etc. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est ça que tu veux faire avec moi? Vous voyez, alors, quand on a cette capacité, cette force intérieure d'être capable de refléter à l'autre ce qu'elle est en train de nous communiquer, on est en train de se renouer contact avec un pouvoir. Le pouvoir ne va pas régler toutes choses. Il y a des moments donnés où on va constater que la relation ne sert à rien. Il y a des gens avec qui on ne peut pas échanger, avec qui on ne peut pas arriver à un consensus. Mais en faisant ça, on est dans une position où on n'est plus en train de vivre une victime. On n'est pas en train de jouer la victime, on est en train d'assumer quelque part la femme que l'on est. Et cette femme-là, elle se libère de cette espèce de regard sensible qui faisait que j'étais toujours obligé de faire en sorte que je sois en harmonie avec tout le monde et que tu sois beau et que tu sois harmonieux et que tu sois équilibré autour de moi. Et là, on commence à se dégager puis à se dire non, il y a des gens avec qui je n'aurai pas de relation qui vont être constructives, même si je vais faire les efforts pour pouvoir le faire au maximum, mais je ne pourrai pas bâtir de relations avec eux parce que ça ne me conviendra pas. Et il y a d'autres relations avec qui je vais pouvoir arriver à construire ça. Puis c'est là que je vais construire mon réseau. C'est là que je vais me rendre compte que je peux avoir des réseaux de gens avec qui je peux avoir des vraies relations, des vrais échanges qui vont me satisfaire parce que j'ai arrêté de nourrir toute la blessure émotionnelle qui était en moi, qui me gardait dans ma souffrance. Je ne sais pas si vous me comprenez par rapport à ça. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez que c'est envisageable? Oui. Alors, vous voyez, si on revient avec les étapes, la première étape, c'est se positionner. Se positionner, c'est se dire, bon, mais qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est ce que je viens de vous dire. Si ça vous parle, ça veut donc dire que ça vous fait vibrer. Ça veut donc dire que vous avez à mettre en place un plan d'action qui va vous amener à vous dire, ben voilà, le plan d'action va m'amener à quoi? Va m'amener à créer un réseau qui va plus correspondre à qui je suis, qui va plus correspondre à mes besoins, à mes demandes. Je vais moins être dans une position idéaliste de la communication. Je vais plus comprendre quelque part qu'il y a des gens avec qui je peux communiquer et des gens avec qui je ne peux pas communiquer comme je le souhaite, comme je le veux. Ça va m'amener vers l'étape 3, hein, qui est rayonner sa vie. Rayonner sa vie, c'est agir en harmonie avec qui je suis. Ça veut donc dire que je reconnais que la communication n'est pas gagnée d'avance. La communication, évidemment, c'est de chercher à pouvoir échanger avec des gens partagés. Hein, c'est deux êtres humains qui s'assument et qui vont pouvoir partager un moment ensemble. Et ce moment-là va être le plus authentique possible. C'est le moment où je vais pouvoir partager quelque chose et dans lequel je vais me sentir épanoui. Maintenant, malheureusement, dans la vie, il y a des gens avec qui je ne vais pas avoir cette relation-là parce que je ne serai pas en mesure de pouvoir le faire, parce que les conditions ne sont pas là, pour toutes sortes de raisons, hein, qui sont souvent d'ordre émotionnel. Donc, à partir du moment que je reconnais ça, ben, je peux développer justement une relation beaucoup plus vraie, beaucoup plus proche de ce que je veux être. Puis, c'est là que je vais pouvoir cheminer dans les autres étapes par la suite pour pouvoir arriver à atteindre mon objectif, mon projet de vie, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ça me parle effectivement. Et, enfin, j'ai quand même un projet de vie, donc j'ai fait du coaching, j'ai fait de l'accompagnement, j'en fais encore un petit peu, et ça c'est quelque chose que je veux développer. Mais ça fait des
des semaines que je dis, je dois passer à l'action, faire ma communication. Mais voilà, il me manque quelque chose pour passer à l'action. Oui, mais je vais vous dire très franchement, c'est dans un premier temps, aller dans une forêt, le confinement, puis je ne sais pas si c'est Oui, possible de c'est faire pas ça, facile. mais éventuellement, puis aller créer un bon coup. Parce que la première chose, finalement, c'est aller créer un bon coup parce que ce que vous voulez faire comme coaching, selon moi, c'est un coaching qui se rapproche d'une communication authentique, d'une vérité, d'avoir une relation cœur à cœur. OK? Alors, quand on est blessé, c'est pas possible d'envisager qu'on va faire du coaching d'une communication authentique parce qu'on se dit, je vais perdre mon temps, je vais me faire blesser, je vais me faire, vous voyez, on va vivre des choses qui vont nous faire mal. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est de guérir la blessure que vous portez en vous, qui vous éloigne de votre authenticité, qui vous éloigne finalement de ce projet-là que vous avez, parce que vous avez peur de ce projet-là, parce qu'il vous ramène à devoir finalement être ce que vous êtes au fond de vous-même. Ce que vous êtes au fond de vous-même, c'est une femme qui est verticale. Mais être vertical, quand on est sensible, c'est difficile. Parce que moindrement quelqu'un nous dit quelque chose de négatif, on tombe par terre. Et c'est ça, quelque part, qui est votre défi à vous. C'est de prendre conscience, justement, de quelle façon que vous pouvez davantage vous protéger par rapport à ces charges émotionnelles que les gens peuvent vivre. Et vous allez le faire de quelle façon? Vous allez le faire en comprenant les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que c'est pas parce que je suis gentil et que je dis la vérité, que je suis authentique, que les gens vont me dire bravo, t'es gentil, t'es authentique, moi aussi je vais être gentil et authentique avec toi. C'est là qu'on commence à se rendre compte que si on veut finalement manifester cette authenticité, cette vérité-là, on doit comprendre que les gens qui sont devant nous, la chose qu'ils vont pas vouloir faire, c'est d'être authentique et d'être vrai. Et que dans votre travail, la première chose que vous allez rencontrer, ce sont des gens qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas vrais. Et que vous voulez finalement une authenticité. Ben, vous allez devoir accepter que l'authenticité, ce n'est pas gagné. Et que la démarche que vous avez à faire, c'est d'enseigner à ces gens-là d'être authentiques. Donc, partez pas du principe que vous allez avoir une relation authentique avec les gens. Partez du principe que vous allez apprendre à ces gens-là à être authentiques. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez la différence? Et je pense que c'est là que vous donne, vous, une forme de, ça vous valorise dans le sens que ça vous fait comprendre que vous avez un rôle à jouer. Le rôle à jouer, c'est d'amener ces gens-là à développer l'authenticité. Et là, ça te fait de vous quelqu'un qui devient significative en termes de regard que vous portez sur les autres, parce que vous comprenez que les gens ne sont pas vrais, ils ne sont pas authentiques. Vous arrêtez de croire qu'ils le sont. Donc, vous partez donc sur des bases beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus vraies, je dirais, par rapport aux échanges que vous pouvez développer avec votre entourage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très intéressant. Bon, ben écoutez. Donc, c'est ça un peu l'idée. Donc, vous voyez que ça serait quelque chose que vous pourriez donc maintenant réfléchir avec ce qu'on a vu avec la conférence, de réfléchir sur ces étapes-là, de quelle façon que vous pourriez maintenant mettre en place tout ça en redéfinissant un petit peu ce rôle que vous aviez adopté, hein, parce que vous aviez une mission de vie, vous, mais cette mission de vie n'était peut-être pas ajustée par rapport à la réalité. Et là, avec ce que je viens de vous dire, peut-être vous allez peut-être la repositionner pour qu'elle soit plus juste pour vous, en fin de compte. Ça va? Très bien, merci beaucoup. Merci. C'est bien, donc je vais m'arrêter ici pour cette démonstration. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, Dominique, ou d'autres questions? Pas de questions nouvelles. Non? Mais écoutez, on va peut-être arriver au mot de la fin alors. Alors, j'espère que vous avez apprécié. L'idée, c'était un peu, je me suis ajusté à une conférence avec un petit peu l'objectif de vous donner, de vous brasser un peu peut-être, j'espère. J'espère que je vous ai un peu brassé, gentiment quand même, mais de vous brasser pour vous dire, bien, finalement, c'est bien beau quelque part toutes ces informations qui circulent partout parce qu'on est dans un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, la télé, tout, il y a plein, les journaux, il y a plein de sources d'informations. Puis où est-ce qu'on est, nous, là-dedans? Bien, on est dans nos propres espaces intérieurs. Notre propre espace intérieur, qu'est-ce qui bouge en lui? Ben, qu'est-ce qui bouge en lui? J'aime ça entendre parler de catastrophe, j'aime ça entendre parler de tout ça. Je me nourris de ça tous les jours. Je passe mon temps des heures entières à écouter la télévision ou pour savoir combien de morts qui sont arrivés. Bon, de quelle façon que je me nourris finalement? De quelle façon je me nourris pour comprendre quelque part qu'en dedans de moi, je dois me rappeler finalement que j'ai un choix aujourd'hui et que si je veux participer au grand changement, hein, comme on l'appelle, ben, quelque part, je dois me rappeler finalement que j'ai un regard que j'ai apporté sur moi-même pour positionner qui je suis, pour m'amener dans une direction. Et c'est ça un peu que j'avais envie de vous proposer à travers les 7 étapes, puis vous faire valoir un petit peu les pièges qui pouvaient être présents dans chacune des familles d'âmes pour que vous soyez attentifs à ça. Et voilà, c'est un peu le sens de la conférence. Donc, j'espère que ça va apporter une petite réflexion qui peut aider
même si c'est un petit peu, hein, pourquoi pas, on peut espérer que ça puisse aider chacun d'entre nous, en tout cas, à progresser, à évoluer, à cheminer, surtout avec la période dans laquelle on est, qui est une période finalement particulière, qui nous donne l'occasion de pouvoir poser un regard sur où est-ce qu'on est dans notre vie et vers quoi on va aller. Donc, ces étapes-là peuvent nous être utiles. C'est ce que je vais vous souhaiter, donc, que ça le soit, que ça, a pas eu que ça vous a pu, ça a pu vous intéresser. Et si vous êtes intéressé, évidemment, donc, je disais que Dominique enverra un petit mail avec une proposition concernant